Mon mari m'a abandonnée pour s'installer à l'étranger avec sa maîtresse. J'ai souri en lui faisant mes adieux. Mais quelques instants plus tard, au contrôle de sécurité, lui seul a été arrêté. Puis, une annonce cruciale est apparue. J'ai décidé de passer le reste de ma vie à l'étranger avec Chloé. Tu peux vivre le restant de ta misérable vie ici en France comme tu le souhaites. Au milieu du terminal de départ bondé de l'aéroport Paris-Charles de Gaulle, entouré d'une foule de voyageurs, mon mari Laurent m'a jeté ces mots à la figure. Juste à côté de lui, blottie contre son corps, se tenait une femme de plus de 10 ans, sa cadette. Elle avait son bras fermement enroulé autour du sien. Elle s'appelait Chloé. C'était une subordonnée dans l'entreprise de Laurent et, comme il s'est avéré, sa maîtresse depuis de nombreuses années. Sous mes yeux, Laurent a fièrement resserré sa prise sur la main de Chloé. Ils se sont regardés et ont souri, agissant comme si je n'existais même pas. Après 25 ans de mariage, à lui avoir consacré toute ma jeunesse, à m'être dédié aux soins de ses parents âgés et à la protection de notre foyer, cette déclaration cruelle était ma récompense. Il y a 5 ans, ma belle-mère a développé une grave démence et s'est retrouvée complètement alitée. Laurent a simplement déclaré qu'il était épuisé par le travail et que c'était naturellement mon rôle de s'occuper d'elle, refusant catégoriquement de m'aider de quelque manière que ce soit. Réveillé d'innombrables fois au milieu de la nuit, nettoyant ses fluides corporels, et subissant les crises de colère typiques des patients atteints de démence, j'ai tout enduré désespérément, en me répétant que c'était pour le bien de notre famille. Pendant que je perdais la tête, l'air hagard et épuisé par des soins constants 24 heures sur 24, Laurent dînait dans des restaurants haut de gamme avec Chloé et passait des week-ends élégants dans des suites d'hôtels de luxe. Ma belle-mère est décédée il y a 6 mois. Lors de la veillée funèbre, Laurent s'est tenu devant nos proches et a menti en versant des larmes, affirmant que j'étais incapable de gérer la situation et que lui seul avait tenu la main de sa mère alors qu'elle rendait son dernier soupir. À ce moment précis, le peu d'affection que j'avais encore pour lui est mort définitivement. Normalement, une épouse hurlerait, pleurerait au milieu de l'aéroport ou attraperait son mari par le col. Certaines chuchoteraient des malédictions, s'inquiétant du spectacle public, ou s'effondreraient simplement sur le sol sous le choc. Mais je n'étais pas en colère. Je n'ai pas versé une seule larme. J'ai juste regardé ce couple pathétique devant moi et j'ai souri calmement. Je comprends. Bon vol, ai-je dit d'une voix calme et posée. Pendant une fraction de seconde, Laurent a semblé totalement déstabilisé. Il s'attendait sans doute à ce que je m'accroche à lui et que je pleure de désespoir. Vu son ego démesuré, il voulait sûrement savourer un dernier sentiment de supériorité en regardant sa femme s'effondrer et pleurer de l'avoir perdue. C'est quoi cette attitude ? Tu essaies de faire la dure, a grogné Laurent, visiblement mécontent. Non, je ne fais pas la dure du tout. Je respecte simplement ta décision, ai-je répondu calmement. Laurent a laissé échapper un ricanement arrogant et a détourné le regard comme si j'étais un déchet. Peu importe. J'avais atteint ma limite absolue avec une femme aussi terne et ennuyeuse que toi. De toute façon, Chloé stimule mon inspiration professionnelle. Nous partons à Singapour pour lancer une nouvelle entreprise. C'est un immense soulagement de savoir que je n'aurai plus jamais à voir ma vie française monotone ni ton visage misérable. Il portait un costume de créateur très jeune qui semblait désespérément tenter de masquer son âge réel. À son poignet brillait la montre de luxe que j'avais dû serrer notre budget pour lui offrir lors de notre 10e anniversaire. Pour lui, je n'étais rien de plus qu'un bagage inutile d'une vie passée. L'odeur du parfum de Chloé m'a frappé les narines. C'était une fragrance excessivement sucrée, à donner mal à la tête. C'était exactement la même odeur qui émanait parfois des costumes de Laurent. Il y avait eu une période où cette odeur me serrait la poitrine d'une douleur angoissante. Il y avait eu des nuits passées à faire désespérément semblant de ne pas savoir que mon mari enlaçait une autre femme. Mais maintenant, je ne ressentais absolument rien. Debout à ses côtés, Chloé a ouvert la bouche, sa voix dégoulinant d'une fausse douceur. Je suis vraiment désolée, Clara, mais Laurent a besoin d'une partenaire jeune et énergique comme moi. Une épouse comme toi, qui reste assise à la maison sans rien faire, ne ferait qu'écraser son potentiel. À partir de maintenant, je vais faire de Laurent l'homme le plus heureux du monde. Alors, s'il te plaît, efface-toi l'esprit tranquille.
Elle parlait comme si elle s'exculpait, mais ses yeux brillaient d'un triomphe indéniable. Je la voyais clairement me regarder de haut, me prendre en pitié et se délecter de son propre sentiment de supériorité. Laurent me méprisait, me considérant comme une femme au foyer naïve et sotte. Il avait l'habitude de rire et de me traiter de radine parce que je suivais nos dépenses mensuelles au centime près et que j'épargnais diligemment pour notre avenir. Pourtant, je savais parfaitement qu'il avait liquidé le compte d'épargne à long terme que j'avais constitué à mon nom, ayant l'intention d'utiliser le moindre centime pour financer sa nouvelle vie avec sa maîtresse. Prenez bien soin de Laurent. J'espère que vous ferez tous les deux un merveilleux chemin ensemble. J'ai parlé du fond du cœur et je lui ai adressé un hochement de tête poli et détaché. Il n'était pas nécessaire d'échanger un mot de plus. Laurent a marmonné que j'étais une femme flippante jusqu'au bout, a serré Chloé par l'épaule et a commencé à se diriger vers le contrôle de sécurité de la police aux frontières, traînant derrière eux 2 énormes valises. Je suis restée immobile, observant calmement leurs silhouettes qui s'éloignaient. La lumière du soleil traversant la verrière de l'aéroport illuminait leur chemin. Les pas de Laurent étaient légers, et lui et Chloé se regardaient fréquemment en riant. Leur tête était sûrement remplie de rêves de vie glamour de célébrités qui les attendaient à Singapour. Ils croyaient dur comme fer que mes fonds de retraite et l'héritage laissé par ses parents étaient entièrement à eux pour être dépensés. Adieu, Laurent, ai-je chuchoté doucement, d'une voix que personne d'autre ne pouvait entendre. Ils ont enfin atteint l'entrée du poste de contrôle de sécurité. Un sourire narquois toujours plaqué sur le visage, Laurent a sorti son passeport et sa carte d'embarquement de sa poche pour les tendre à l'agent de sécurité. Chloé se tenait juste derrière lui, faisant défiler nonchalamment son smartphone en attendant. J'ai jeté un coup d'œil à ma montre bracelet. Il était tout juste 10 heures du matin. Tout se déroulait exactement comme prévu. Au moment où l'agent a scanné le passeport de Laurent, c'est arrivé. Une alarme stridente et perçante a soudainement retenti depuis le terminal de sécurité. C'était un son mécanique et froid qui a instantanément fendu le tumulte de l'aéroport. Les voyageurs environnants se sont retournés à l'unisson, fixant leurs regards sur Laurent et Chloé. « Et, qu'est-ce qui se passe bordel ?» La voix de Laurent a résonné assez fort pour parvenir à mes oreilles malgré la distance. Le sourire narquois d'il y a quelques instants avait complètement disparu de son visage. L'expression de l'agent s'est durcie alors qu'elle fixait intensément son écran. Au même moment, elle s'est mise à parler rapidement dans son talkie-walkie. Plusieurs policiers de la police aux frontières en uniforme, suivis de plusieurs hommes à l'expression sévère vêtus de costumes sombres, se sont précipités vers Laurent. « Qui êtes-vous, bon sang ? Je m'envole pour Singapour à l'instant, » a hurlé Laurent, protestant bruyamment. Mais les hommes en costume n'ont pas abandonné leur froideur. Ils ont fermement saisi Laurent par les bras. Chloé a laissé échapper un cri aigu et a reculé d'un pas, paniquée. J'ai simplement observé la scène d'un œil calme et glacial. Mon mari ne réalisait toujours pas. Il ne comprenait pas pourquoi lui seul avait été arrêté. Il ne comprenait pas pourquoi son plan soi-disant infaillible pour fuir le pays s'était effondré à la toute dernière seconde. Il n'avait aucune idée que je savais tout depuis des jours. Je savais qu'il essayait de s'enfuir après avoir vidé mes comptes bancaires et détourné les fonds de son entreprise. Je savais aussi qu'il avait déposé un certain document crucial au greffe du tribunal. En regardant Laurent pâlir et se débattre désespérément, je me suis lentement retournée et j'ai commencé à marcher vers la sortie de l'aéroport. Ma véritable bataille ne faisait que commencer. En franchissant les portes automatiques du terminal, une brise tiède a effleuré mes joues. L'atmosphère chaotique du hall d'aéroport d'il y a quelques instants semblait irréelle. Le monde extérieur paraissait calme et lointain. J'ai pris une lente et profonde inspiration et je suis montée dans le train qui me ramenait de l'aéroport vers ma maison. Me laissant porter par le balancement rythmique du wagon, j'ai contemplé d'un œil vide le paysage défiler derrière la vitre. J'ai repensé à l'expression sur le visage de mon mari lorsqu'il avait craché que j'étais une femme flippante devant la porte d'embarquement. J'ai repensé à son visage livide et pathétique lorsque les policiers l'avaient saisi par les bras. Même en me remémorant ces instants, aucune émotion facile comme de la jubilation ne montait en moi. Il n'y avait qu'un sentiment de vide tranquille, comme un vent froid soufflant à travers une béance dans mon cœur. J'avais 27 ans quand j'ai épousé Laurent à l'automne.
À l'époque, Laurent n'était qu'un jeune collaborateur junior dans son cabinet, travaillant d'arrache-pied jusque tard dans la nuit. Je me souviens encore très bien du jour où il m'a demandé en mariage, souriant timidement et me promettant qu'il réussirait absolument un jour, qu'il m'achèterait une grande maison et qu'il ne me laisserait jamais manquer de rien. Croyant à ces paroles, j'ai choisi la voie d'une femme au foyer pour préserver notre ménage. Pour économiser ne serait-ce qu'un peu d'argent, je parcourais la ville en voiture pour me rendre dans différents supermarchés les jours de promotion, à l'affût d'ingrédients moins chers de quelques centimes. Je repassais soigneusement les chemises de Laurent et prenais en charge chaque tâche ménagère, entièrement seul, pour qu'il puisse se concentrer exclusivement sur sa carrière. 10 ans après notre mariage, lorsque Laurent a enfin fait construire la maison de ses rêves, nous y avons installé ses parents. C'est le fils aîné, il est donc tout naturel qu'il s'occupe de ses parents. Tu es d'accord avec ça, Clara, n'est-ce pas? Quand on m'a dit cela, je n'avais pas le droit de refuser. À l'époque, j'étais fortement enchaînée par de vieilles attentes sociétales selon lesquelles se consacrer entièrement à la famille était le devoir ultime d'une épouse. Cependant, vivre avec mes beaux-parents a été beaucoup plus difficile que je ne l'aurais jamais imaginé. Ma belle-mère était une femme très stricte et de la vieille école qui critiquait la moindre de mes manières de gérer la maison. La soupe est trop fade. Le balayage est bâclé. Puisque tu vis sur les revenus de mon fils, tu dois travailler plus dur, ricanait-elle chaque fois que nos regards se croisaient. Pourtant, j'ai enduré. Je me disais qu'un jour elle m'accepterait comme un membre de la famille et que Laurent comprenait sûrement mes efforts. Je me forçais à sourire chaque jour. Le changement décisif est survenu il y a environ 5 ans. Mon beau-père est décédé subitement, et, comme pour le suivre de près, ma belle-mère a développé une démence. Au début, il s'agissait simplement de poser les mêmes questions à plusieurs reprises ou d'oublier une casserole sur le feu. Mais les symptômes ont progressé en un clin d'œil, et bientôt elle s'est mise à errer dans la maison au milieu de la nuit et à ne plus pouvoir utiliser les toilettes. Clara, occupe-toi de ma mère. Je suis épuisée par le travail, a dit Laurent avant de se décharger entièrement de ses soins sur moi. Chaque fois qu'elle se levait au milieu de la nuit, je me glissais hors du lit et fouillais la maison pour la retrouver. Par des nuits glaciales d'hiver, je frottais des draps et des sous-vêtements souillés à la main dans l'eau froide, prête à fondre en larmes d'innombrables fois. Mes mains étaient gercées et saignaient, mais on ne m'accordait jamais un moment de répit. Une nuit, alors que je m'empressais de nettoyer après l'un de ces accidents de toilette et que je faisais tourner la machine à laver, Laurent est sorti de la chambre à coucher, l'air furieux. Au lieu de m'offrir un mot de réconfort, il m'a froidement jeté ces mots au visage, et, la machine à laver fait trop de bruit. J'ai une réunion très importante tôt demain matin. Tu essaies de gâcher mon sommeil? Au moment où j'ai entendu ces mots, la bouteille de lessive m'a glissé des mains. Laurent, je n'ai pas dormi correctement depuis 3 jours non plus. S'il te plaît, pourrais-tu juste m'aider un peu? Quand je l'ai supplié d'une voix tremblante, il a ouvertement claqué de la langue. C'est moi qui gagne l'argent. La maison est sous ta responsabilité. Si tu détestes tant cela, va embaucher une infirmière. Tu penses vraiment que nous avons de l'argent à gaspiller pour une chose pareille? Je suis restée là, hébétée, à regarder le dos de mon mari alors qu'il retournait dans la chambre et claquait la porte. Cet homme ne me considérait pas comme sa femme. Il ne me voyait que comme une bonne pratique ou peut-être une garde-malade gratuite. Cette réalité m'a percé la poitrine comme une lame tranchante. Même alors, la raison pour laquelle je n'ai pas quitté la maison était que ma belle-mère, dont la démence avait empiré au point de me traiter de voleuse, était quelqu'un que je ne pouvais tout simplement pas abandonner. Peu importe à quel point elle était déraisonnable, chaque fois que je la changeais, elle affichait parfois une expression fugitive et paisible qui me procurait un étrange sentiment de devoir. Mais il y a 6 mois, par un matin calme, ma belle-mère s'est éteinte. 5 années de soins éprouvants ont pris fin brusquement. Lors de la veillée funèbre, Laurent a parfaitement joué le rôle du fils dévoué et endeuillé. Se tenant devant nos proches et ses collègues de l'entreprise, pressant un mouchoir contre ses yeux, il a prononcé ce discours: « J'ai tenu la main de ma mère jusqu'à la toute fin. Elle avait l'air si paisible. Jongler entre le travail et ses soins a été incroyablement difficile. Mais je suis si heureux d'avoir pu accomplir mon devoir de fils jusqu'à son dernier souffle. »
Les proches l'ont couvert d'éloges, lui disant qu'il était un fils exceptionnel et que sa mère avait dû être si heureuse. Pendant ce temps, je me tenais tranquillement dans un coin de la pièce, gardant la tête baissée. Pas une seule personne n'a remarqué le bout de mes doigts gercés ou les cernes sombres et creusées sous mes yeux dues à la privation chronique de sommeil. Laurent avait tranquillement volé la cristallisation de mes 5 années de sang et de larmes, s'en servant comme d'un accessoire pour soigner son image publique. Ce jour-là, les dernières miettes d'espoir ou d'affection que j'avais pour Laurent se sont brisées net avec un grand fracas. Le train est arrivé à ma gare et je me suis lentement levée. 15 minutes de marche depuis la gare m'ont ramené à la maison que Laurent prétendait avoir construite pour moi, mais qu'il avait en fait érigée uniquement pour sa propre vanité. En déverrouillant la porte d'entrée, l'air intérieur m'a semblé froid et sans vie. J'ai enlevé mes chaussures et je me suis dirigée directement vers la cheminée du salon. Je me suis assise devant l'urne funéraire où sa photo était exposée et j'ai tranquillement allumé une petite bougie commémorative. Eh bien, mon devoir ici est enfin accompli, ai-je dit doucement en direction de sa photo. Mes préparatifs pour réclamer ma vie n'ont pas commencé par désir de vengeance contre Laurent. J'ai commencé à me préparer peu après que les affaires de succession de ma belle-mère ont été censées être réglées. Libérée des soins, j'organisais la maison et nettoyais les tiroirs du bureau de Laurent. C'était là que les livrets de notre épargne à long terme, que nous constituions depuis 20 ans, devaient être conservés. C'était l'argent que j'avais farouchement protégé pour notre sécurité future en réduisant notre budget d'épicerie mensuel et en me privant de nouveaux vêtements et de maquillage. Mais quand j'ai sorti le livret du fond du tiroir et l'ai ouvert, j'ai douté de mes propres yeux. Le solde de 80 000 € qui devait s'y trouver avait été entièrement retiré. Le solde était à 0. Puis, sous ce livret d'épargne, une enveloppe de banque inconnue est apparue. Les mains tremblantes, je l'ai ouverte. Ce qui m'a sauté aux yeux, c'était un reçu de virement bancaire unique portant un nom que je ne reconnaissais absolument pas. Les lettres imprimées indiquaient froidement « Chloé ». Fixant ce nom inconnu, j'ai oublié de respirer pendant un instant. Quelques mois auparavant, ce compte affichait clairement un solde de 80 000 €. C'était de l'argent que j'avais économisé petit à petit, véritablement centime par centime, en poussant nos dépenses courantes à la limite absolue pendant 20 ans. Je portais mes vêtements jusqu'à l'usure, n'allais chez le coiffeur que 2 fois par an, et achetais exclusivement de la viande à prix réduit et des légumes abîmés au supermarché, tandis que Laurent dépensait des centaines d'euros par soir à boire avec ses collègues. Il n'était pas rare que je mange un maigre dîner composé uniquement de riz et de haricots seuls à la maison. Je me disais que c'était pour notre retraite paisible, réprimant chacun de mes désirs. Je rêvais qu'à la retraite de Laurent, nous pourrions faire un beau voyage. Je pensais qu'une fois les soins terminés, nous pourrions faire une petite folie et prendre un café et des pâtisseries ensemble dans la belle boulangerie du centre-ville. Ce modeste rêve était mon seul soutien émotionnel pendant que je protégeais ce compte bancaire. Maintenant, il me jetait un cruel 0 au visage, et la totalité de la somme avait été virée en un seul versement sur le compte de cette femme inconnue nommée Chloé. Mes mains se sont mises à trembler violemment. Pendant une fraction de seconde, j'ai cru que nous avions été cambriolés, mais les 2 seules personnes qui connaissaient la cachette de ce livret et de nos documents légaux étaient Laurent et moi. De plus, pour que quelqu'un liquide et vire une somme aussi massive sans que la titulaire du compte, moi-même, ne se rende en agence bancaire, mon mari Laurent avait dû minutieusement préparer de fausses procurations. Pourquoi ? Ma voix rauque a été engloutie par la pièce vide. En y repensant, il y avait eu d'innombrables signaux d'alarme. Depuis le décès de ma belle-mère et la fin des funérailles, l'attitude de Laurent était devenue étrange. Un soir, au dîner, j'ai essayé de lui parler de la réparation de la toiture vieillissante. Laurent, la fuite au 2e étage s'est aggravée après la dernière tempête. Je pense que nous devons appeler un entrepreneur. Est-ce que c'est possible de piocher un peu dans notre compte d'épargne pour couvrir les réparations ? Quand j'ai demandé cela, Laurent s'est arrêté de manger et m'a dévisagé avec une expression incroyablement détestable. Je t'ai dit de ne pas toucher à cet argent. Une novice comme toi ne comprendrait pas, mais cet argent est actuellement placé chez un de mes amis investisseurs. Dans l'économie actuelle, laisser l'argent dormir dans une banque est un truc d'idiot. Est-ce que cet investissement est vraiment sûr ? Pourquoi ne m'en as-tu pas parlé ?
Qu'est-ce que tu comprendrais si je t'en parlais? Tu n'es qu'une femme au foyer qui ne connaît rien à l'économie. Alors garde ta bouche cousue. En tant que chef de famille, je fais fructifier notre patrimoine. Alors tu devrais te taire et être reconnaissante. Face au regard glacial et condescendant de Laurent, je n'ai plus pu dire un mot. C'était toujours le genre d'homme à utiliser le fait que je ne travaillais pas à l'extérieur pour se montrer supérieur, me demandant en substance, grâce à l'argent de qui penses-tu qu'il y a de la nourriture sur la table? Mais il ne m'avait jamais rejeté de manière aussi flagrante et irritable avant ce jour. En y réfléchissant bien, l'argent avait probablement déjà atterri entre les mains de cette Chloé. L'histoire d'investissement était un mensonge éhonté, une simple excuse pour me tromper. J'ai serré mes mains tremblantes l'une contre l'autre pour me calmer. Ce n'était pas le moment de pleurer. Si je m'effondrais en larmes ici, tout se passerait exactement comme Laurent l'avait prévu. Mon esprit, forgé dans le feu de 5 années de soins éprouvantes, n'était pas assez fragile pour se briser si facilement. Une colère tranquille et froide a commencé à naître lentement au plus profond de ma poitrine, remplaçant ma tristesse. J'ai reporté mon attention sur les tiroirs du bureau de Laurent. Une fois que j'ai regardé avec un œil méfiant, la pièce regorgeait de détails anormaux. Des documents habituellement jetés pêle-mêle étaient maintenant classés beaucoup trop proprement, et plusieurs dossiers avaient été dissimulés vers le fond. Retenant mon souffle, j'ai doucement retiré l'un de ces dossiers. À l'intérieur se trouvaient des relevés de cartes de crédit au nom de Laurent. Dès que je les ai vus, mes yeux sont restés rivés sur la page. Hébergement dans un hôtel de luxe parisien, 800 € la nuit. Dîner dans un grand restaurant gastronomique, 500 €. De plus, un achat dans une boutique de créateurs mondialement connus, 3000 €. Il m'avait dit qu'il partait en voyage d'affaires. Les dates sur les relevés correspondaient parfaitement aux nuits où Laurent affirmait devoir rester en ville pour divertir des clients. Ces nuits-là, pendant que je restais éveillée jusqu'à l'aube à changer les draps souillés de ma belle-mère, Laurent sirotait du vin dans un hôtel de luxe avec une autre femme et lui offrait un cadeau à 3000 €. Boum, boum. Le son de mes propres battements de cœur résonnait désagréablement fort dans mes oreilles. Laurent me trahissait, et ce n'était pas une simple aventure passagère. Il était suffisamment engagé pour céder les 80 000 € d'épargne retraite que j'avais mis 20 ans à bâtir sans l'ombre d'un regret. J'ai ouvert l'application appareil photo de mon smartphone, calant mes coudes fermement sur le bord du bureau pour que mes mains tremblantes ne floutent pas les clichés. J'ai méthodiquement photographié le reçu du virement, l'historique de la carte de crédit et les reçus d'hôtel, un par un. À chaque clic de l'obturateur, je sentais mon identité d'épouse dévouée s'éteindre, solidifiant ma résolution à ne plus être qu'une chercheuse de vérité et de châtiment. Une fois les photos prises, j'ai remis les documents exactement à leur place d'origine. Je ne pouvais pas laisser Laurent soupçonner, ne serait-ce qu'une seconde, que j'avais fouillé lorsqu'il rentrerait. Tant qu'il baissait sa garde, je devais rassembler encore plus de preuves. Laurent est rentré après 22 heures ce soir-là. Bon retour. Tu veux prendre une douche ou dîner d'abord? Je l'ai accueilli avec mon habituel sourire d'épouse calme, agissant comme si de rien n'était. Laurent n'a même pas regardé mon visage, desserrant sa cravate avec un air de profond agacement. J'ai déjà mangé. Je suis épuisée, je vais directement me coucher. Il a jeté sa veste de costume sur le canapé et s'est dirigé tout droit vers la salle de bain principale. J'ai ramassé la veste qu'il avait abandonnée. Juste au moment où j'allais l'accrocher, une odeur est montée et m'a frôlé le nez. C'était cette odeur de parfum jeune, trop sucrée et entêtante, quelque chose que je ne porterai jamais. Puis, de la poche intérieure de la veste, un bourdonnement étouffé a commencé à retentir. Son smartphone vibrait. Le bourdonnement mécanique résonnait étrangement dans le salon silencieux comme la mort. Écoutant attentivement le bruit de la douche qui coulait dans la salle de bain, j'ai doucement tendu la main vers la veste. Au moment où j'ai touché le tissu, cette odeur de parfum m'a de nouveau frappé les narines. C'était le parfum agressivement sucré d'une jeune femme, tout à fait hors de place dans une maison où j'avais évité même les lessives fortement parfumées pour le confort de ma belle-mère. Les doigts tremblants, j'ai glissé ma main dans la poche intérieure et en ai sorti le téléphone de mon mari. Une notification de message brillait sur l'écran.
Parce qu'il ne pensait pas une seconde qu'il serait soupçonné, il avait configuré ses paramètres pour afficher les aperçus des messages sur l'écran de verrouillage. Ce qui est apparu, c'était le nom de Chloé et un court message: Laurent, merci pour le dîner de ce soir. Ces 80 000 € me sauvent la vie. Dépêchons-nous de faire avancer les choses pour la nouvelle entreprise à Singapour. Singapour et des zéros de devises ordinaires. Ces deux éléments ont résonné comme une sirène d'alarme dans ma tête. Cela correspondait parfaitement au reçu de virement bancaire que j'avais trouvé dans le bureau. Mon mari avait liquidé mon compte d'épargne, remis la totalité de la somme à cette femme nommée Chloé, et complotait même pour s'installer à l'étranger. Ce qui n'était qu'un soupçon est devenu une certitude absolue avec ce court message. À ce moment-là, j'ai entendu la porte de la salle de bain s'ouvrir. Comme si j'avais été brûlée, j'ai remis le téléphone dans la poche et j'ai suspendu la veste sur un cintre comme si de rien n'était. Et, il n'y a pas de serviette propre ici. Tu es complètement inutile. S'essuyant les cheveux mouillés, Laurent est entré dans le salon et a claqué de la langue avec un regard agacé. Je suis vraiment désolée. Je vais en chercher une tout de suite, ai-je répondu d'une voix calme en lui tendant une serviette fraîche. Laurent me l'a arrachée des mains, m'a toisé de haut en bas et a ricané. Tu portes les mêmes vêtements tous les jours ces derniers temps. De plus, cette maison sent toujours la maladie et les bougies commémoratives bon marché. Je parie que cette odeur lugubre s'est incrustée dans ta peau. Pourquoi ne prêtes-tu pas un peu plus d'attention à ton apparence ? Tu t'es complètement laissé aller. J'ai retenu mon souffle à ces mots. La raison pour laquelle cette maison sentait les bougies commémoratives était que j'en allumais une pour sa défunte mère chaque jour. La raison pour laquelle je portais les mêmes vêtements était qu'il m'ordonnait de ne pas gaspiller l'argent qu'il gagnait, me forçant à réduire nos dépenses courantes à l'extrême. Mais j'ai ravalé ces mots. Répliquer ici n'aurait servi à rien. Pour l'instant, j'avais besoin que Laurent continue de croire que j'étais juste une épouse pathétique et obéissante, confinée aux tâches ménagères sans un mot de plainte. Tu as raison. Je ferai plus attention. J'ouvrirai les fenêtres et j'aérerai la maison demain, ai-je forcé un sourire. Laurent a marmonné que j'étais une femme incroyablement ennuyeuse et a disparu dans la chambre. Tard cette nuit-là, après 2 heures du matin, j'ai entendu les ronflements bruyants de Laurent résonner depuis la chambre. Veillant à ne faire aucun bruit, je me suis glissée hors du lit et me suis redirigée vers le salon où sa veste était suspendue. Je tenais mon smartphone et un petit carnet fermement dans mes mains. J'ai sorti le téléphone de mon mari et j'ai appuyé sur le bouton d'alimentation. L'écran du code secret est apparu. Sans hésiter, j'ai tapé 1508. C'était le 15 août, l'anniversaire de Laurent. Il avait toujours été obsédé par sa propre personne, utilisant sa date de naissance pour absolument tous ses mots de passe et code PIN. L'écran de verrouillage s'est déverrouillé facilement. J'ai immédiatement ouvert son application de messagerie et j'ai fait défiler son historique de discussion avec Chloé. À chaque glissement d'écran, mon cœur devenait plus froid et plus lourd. Leur relation durait depuis au moins 3 ans. Cela chevauchait parfaitement la période où la démence de ma belle-mère s'était aggravée et où je me noyais dans des nuits de soins sans sommeil. L'écran de discussion regorgeait d'échanges graphiques et écœurants. L'hôtel aujourd'hui était incroyable. Quand est-ce qu'on se revoit ? Que dis-tu de ce week-end ? Je dirai simplement à ma femme que j'ai un voyage d'affaires. Pauvre épouse. Elle a la chance d'avoir un homme formidable comme toi, mais tout ce qu'elle fait, c'est changer des couches à la maison. Ce n'est qu'une bonne pratique. J'ai cessé de la considérer comme une femme depuis des années. Tu es mon seul soutien émotionnel, Chloé. Pendant les nuits que je passais à récurer des draps souillés d'excréments et à réconforter ma belle-mère en pleurs, cet homme était au lit dans un hôtel de luxe avec sa jeune maîtresse, riant de moi comme d'une bonne pratique. Il n'y avait pas de tristesse, seulement une fureur tranquille et sans fond qui commençait à brûler comme une flamme noire au plus profond de moi. J'ai sorti mon propre téléphone et j'ai commencé à photographier leurs échanges, en partant des plus anciens, un par un. Date, heure, nom d'hôtel, projet de voyage. J'ai capturé chaque élément de preuve sans omettre un seul détail, les téléversant directement dans mon dossier cloud secret. Alors que je continuais à faire défiler vers le bas, mon doigt s'est soudainement figé sur un échange à une date précise.
Cela datait d'il y a exactement 6 mois, la semaine où ma belle-mère est décédée et où sa veillée et ses funérailles ont eu lieu. Ce jour-là, Laurent avait pleuré devant nos proches, affirmant que son cœur se brisait de chagrin. Puis, au milieu de la cérémonie, il avait dit qu'il se sentait étourdi et qu'il avait besoin d'être laissé seul. J'avais dû gérer les salutations et les condoléances de dizaines d'invités toute seule, ne faisant que baisser la tête. Pendant le moment précis où Laurent était censé se reposer dans cette pièce, il y avait eu un appel manqué de Chloé et une seule photo envoyée dans l'historique de discussion. Au moment où j'ai appuyé sur la miniature pour agrandir la photo, le sang dans mes veines s'est instantanément glacé. C'est une plaisanterie. Un son sans voix et rauque s'est échappé de ma gorge. Ce qui était capturé sur cette photo et le court message de Chloé qui y était joint en disait long sur un visage caché si répugnant que je ne pouvais absolument pas lui pardonner en tant qu'être humain, bien pire que le simple fait de son infidélité. Dans la lumière vive de l'écran du smartphone, la photo montrait Chloé vêtue d'une robe de deuil noire et mon mari Laurent, également dans son costume de funérailles sombre, pressant leurs visages l'un contre l'autre et souriant de toutes leurs dents dans un selfie. Le papier peint à motifs décolorés et le canapé en cuir noir derrière eux étaient indubitablement le décor du salon familial privé de la maison funéraire d'il y a 6 mois. Sous la photo se trouvait un message de Chloé. « Laurent, super boulot pour avoir joué le fils dévoué aujourd'hui. Tu dois être épuisé. L'héritage de ta mère est tout à nous maintenant, n'est-ce pas? Dépêchons-nous de faire avancer la préparation de l'entreprise à Singapour. » Fixant l'écran, j'ai senti toute trace d'émotion se vider de moi. Des mots comme colère ou tristesse ne pouvaient même pas commencer à le décrire. Une boue noire d'émotion est montée des profondeurs de mon estomac. Il y a 6 mois, ce jour-là était marqué par une pluie froide et incessante. Mes 5 années de calvaire de soins s'étaient achevées. Physiquement et mentalement poussé à ma limite absolue, je me démenais pour préparer la veillée et les funérailles tout en étant prise de vertige de fatigue. Entouré des proches attentifs, Laurent s'est levé pour prononcer l'éloge funèbre. Les derniers instants de ma mère ont été vraiment paisibles. Jongler entre ma carrière et ses soins a été incroyablement difficile. Mais je suis si reconnaissant d'avoir pu accomplir mon devoir de mes propres mains jusqu'au bout. Je sais que ma mère nous sourit depuis là-haut. En regardant Laurent parler à travers ses larmes, mes tantes pressaient des mouchoirs sur leurs yeux, chuchotant quel fils formidable il était et combien sa mère avait dû être heureuse. Juste après cela, Laurent m'a chuchoté, « Je suis désolée, Clara. Le chagrin me donne le tournis. Je vais me reposer dans la pièce du fond, alors je te laisse les inviter. » Feignant un visage pâle, il s'est éclipsé vers le salon privé. Laissé derrière lui, j'ai serré des mains et exprimé ma gratitude à chaque parent et associé de l'entreprise, couvrant constamment son absence en disant, « Le chagrin de mon mari est si profond. Je suis tellement désolée. » Je suis restée debout jusqu'à ne plus ressentir mes jambes, prenant les parapluies mouillés des invités qui arrivaient de la pluie froide, servant du café et me forçant désespérément à un sourire poli. Chloé avait été parmi eux. Je suis une collègue de Laurent. Merci de l'avoir toujours soutenu, avait-elle dit, se tenant devant moi avec un visage parfaitement innocent dans sa modeste robe noire. Merci infiniment d'être venu par ce temps terrible. Mon mari est vraiment reconnaissant envers tout le monde au cabinet, avais-je répondu. Jamais dans mes rêves les plus fous je n'aurais soupçonné qu'elle était sa maîtresse, et je m'étais incliné profondément devant elle avec une gratitude sincère. Pendant que j'étais dehors à m'incliner devant des dizaines de personnes, mon mari avait introduit sa maîtresse dans le salon privé des funérailles de sa mère, des funérailles que j'avais protégées et organisées, et ils prenaient des selfies souriant ensemble. Pendant que je versais 5 ans de larmes et de sueur sur la mort de sa mère, il riait à l'idée de mettre la main sur son héritage. Je ne lui pardonnerai jamais, ai-je dit clairement à voix haute dans le salon vide au milieu de la nuit. Jusqu'à présent, j'avais toléré l'attitude arrogante et dédaigneuse de Laurent parce que nous étions une famille. Même lorsque j'avais découvert sa liaison, une partie de moi essayait de se voiler la face en se disant que ce n'était peut-être qu'une aventure sans importance. Aberrant de déloyauté. Mais au moment où j'ai vu cette photo, quelque chose en moi s'est brisé définitivement. Cet homme ne possédait aucune décence humaine fondamentale. Il considérait ma vie et même celle de sa propre mère comme de simples outils pour satisfaire ses propres désirs. En même temps, le mot héritage du message de Chloé m'est resté en tête.
Après le décès de ma belle-mère, Laurent m'avait dit qu'il ne restait que quelques milliers d'euros sur son compte, presque entièrement engloutis pour couvrir les frais d'obsèques. Il restait une petite dette, alors je l'ai payée de ma propre poche. Je l'avais cru sur parole. Ma belle-mère vivait de manière très frugale. Et surtout, Laurent contrôlait absolument toutes les finances. Mais le message de Chloé stipulait clairement, l'héritage de ta mère est tout à nous maintenant, n'est-ce pas? Les 80 000 euros qu'il m'avait volés ne suffiraient pas à financer le lancement d'une entreprise à Singapour. Ma belle-mère devait posséder une fortune massive dont je ne savais rien. Laurent me l'avait cachée et avait empoché la totalité de la somme. J'ai observé mes mains tremblantes et j'ai transféré le message et la photo sur mon propre téléphone, les sécurisant ainsi comme des preuves irréfutables. J'ai glissé son téléphone dans la poche de sa veste exactement comme je l'avais trouvé et je me suis levée en silence. Je me suis dirigée directement vers le bureau de Laurent. Je devais tout enquêter cette nuit. J'avais besoin d'avoir une vue d'ensemble des actifs qu'il cachait et de la preuve de son projet de fuite à Singapour. Il était plus de 3 heures du matin. J'ai tranquillement fermé la porte du bureau derrière moi et j'ai retiré complètement le tiroir du bas de son bureau de sérail pour inspecter l'espace situé derrière. J'ai cherché entre les dossiers, les interstices de la bibliothèque, le fond du placard, sans faire de bruit, mais en vérifiant minutieusement chaque recoin de la pièce. C'est alors que c'est arrivé. Lorsque j'ai posé le tiroir du bas sur le sol, j'ai regardé dans l'espace sombre où il se trouvait habituellement. Dans un endroit normalement inaccessible, j'ai aperçu un objet noir suspect. Retenant mon souffle, j'ai enfoncé mon bras aussi loin que possible et j'ai sorti l'objet. C'était un coffre-fort lourd en acier noir. Il avait un cadran à combinaison. Sans hésiter, j'ai composé sa date de naissance, le 1508. Dans un déclic sourd, le couvercle s'est légèrement soulevé. J'ai lentement soulevé le lourd couvercle. À l'intérieur se trouvaient de multiples relevés bancaires scellés et des certificats de dépôt au nom de ma belle-mère que je n'avais jamais vus de ma vie, ainsi qu'une pile épaisse de titres de propriété. Mais ce qui a immédiatement attiré mon attention, c'était quelque chose jeté négligemment sur le dessus de ces documents. Au moment où je les ai vus, tout le sang s'est retiré de mon corps. Pourquoi sont-ils ici? Brillant d'un éclat terne au fond du coffre-fort se trouvaient 2 passeports. J'ai retenu mon souffle et les ai saisis du bout de mes doigts glacés. J'ai ouvert le premier, un passeport standard de 10 ans. À l'intérieur se trouvait le visage narquois de mon mari, Laurent. Puis j'ai pris le second. Les mains tremblantes, j'ai tourné la page. Il y avait la photo d'une femme en robe noire, souriant avec la tête légèrement penchée. Chloé. J'ai tracé son nom avec mes lèvres sans émettre un son. Pourquoi le passeport de la maîtresse de mon mari se trouvait-il dans un coffre-fort caché chez moi? Cette question a trouvé sa réponse brutale dès que j'ai vu la pile de documents en anglais et en français rangés sous les passeports. L'en-tête indiquait « Demande de visa d'investisseur et de parrainage d'emploi pour Singapour ». Les noms de Laurent et de Chloé étaient dactylographiés côte à côte, indiquant clairement que les démarches étaient en cours pour qu'ils s'installent ensemble en tant que partenaires commerciaux et, à terme, en tant qu'époux. Mon mari s'était préparé méthodiquement à fuir le pays dans mon dos. Et il le faisait en utilisant les 80 000 euros qu'il m'avait volés comme capital de départ. Mais le désespoir ne s'arrêtait pas là. Sous les demandes de visa, plusieurs vieux livrets de banque étaient solidement attachés par de gros élastiques. Les inscriptions sur les couvertures étaient décolorées, mais elles étaient toutes clairement au nom de ma défunte belle-mère. J'ai payé le reste des petites dépenses de ma propre poche, m'avait dit Laurent d'un ton condescendant le soir des funérailles. Parce que je lui avais laissé la gestion financière pendant des années, je l'avais cru sur parole. Mais alors que je déchirais les enveloppes de 3 comptes bancaires d'une banque locale, d'une grande banque nationale et d'un compte d'épargne, les chiffres imprimés sur les dernières pages ont envoyé une onde de choc à travers mon corps qui a glacé mon sang. 200 000 euros, 180 000 euros, 120 000 euros. Une somme astronomique de près de 500 000 euros en espèces restait totalement intacte sur ces comptes. En dessous se trouvaient les titres de propriété méticuleusement classés du domaine familial hérité de mon beau-père. Un demi-million d'euros. Au moment où j'ai vu ce chiffre de 500 000 euros, des flashbacks de mes souvenirs les plus douloureux et misérables des 5 dernières années ont envahi mon esprit.
Quand sa démence s'était aggravée et que ses errances nocturnes avaient commencé, j'avais atteint mes limites physiques et mentales. S'il te plaît, ne pouvons-nous pas embaucher une aide à domicile professionnelle, ne serait-ce que quelques heures par semaine? Je n'ai pas dormi correctement depuis 3 jours, avais-je supplié Laurent en pleurant. Il m'avait regardé avec des yeux froids et m'avait craché, nous n'avons pas le luxe pour cela. Tu es à la maison toute la journée à ne rien faire. Occupe-toi de ma mère toi-même. C'est ton devoir d'épouse. J'ai cru à ces paroles, usant ma propre vie pour continuer à m'occuper d'elle. J'ai lavé des draps souillés d'excréments à la main dans l'eau glacée les nuits d'hiver tout en sanglotant. Je me suis bousillé le dos. Mes mains se sont gercées et ont saigné. Et le visage qui me fixait dans le miroir semblait avoir 10 ans de plus que mon âge réel. Si nous avions utilisé ne serait-ce qu'une fraction de ces 500 000 euros, nous aurions pu placer ma belle-mère dans une maison de retraite médicalisée propre et bien équipée. Avec l'aide de professionnels, ni moi ni ma belle-mère n'aurions été poussés dans nos retranchements, contraintes de vivre des journées dépouillées de notre dignité. Laurent a choisi de garder cet argent entièrement pour lui plutôt que d'offrir une fin de vie confortable à sa propre mère ou d'épargner la vie de sa femme. En m'utilisant comme main-d'œuvre gratuite, il a préservé les fonds pour sa vie de luxe à l'étranger avec sa maîtresse sans dépenser un seul centime. Plus aucune tristesse ni larmes de frustration ne sont tombées. Face à la véritable nature d'un mari si incroyablement égoïste qu'il manquait de cœur humain, les tout derniers vestiges de mon identité d'épouse se sont effondrés en poussière. Tout ce qui restait était une résolution tranquille, tranchante comme de la glace. J'ai rouvert l'application appareil photo de mon téléphone, en m'assurant qu'elle était en mode silencieux. À la lueur de la lampe de bureau, j'ai commencé à photographier chaque élément du coffre-fort. Les pages montrant les numéros de compte et les soldes massifs des comptes de ma belle-mère, les passeports montrant les visages de Laurent et de Chloé, les demandes de visa, les titres de propriété. J'ai calé mes coudes sur le bureau pour que mes mains ne tremblent pas, veillant à ce que chaque lettre soit parfaitement nette. À chaque clic de l'obturateur, je sentais les pièces de ma contre-attaque s'assembler. Je n'étais plus une épouse pathétique au foyer qui se contenterait de pleurer et de se laisser jeter. Après avoir photographié chaque document, je me suis préparée à remettre le coffre-fort exactement comme je l'avais trouvé. Alors que j'allais placer la pile de livrets au fond, le bout de mes doigts a effleuré quelque chose. Caché sous la doublure en feutre noir tout au fond du coffre se trouvait une seule feuille de papier. Je l'ai délicatement retirée. C'était un document juridique formel portant le sceau d'un greffe de tribunal. Le titre indiquait clairement « Convention de divorce par consentement mutuel ». Dans la section de l'époux, le nom de Laurent, sa date de naissance et son adresse étaient renseignés de son écriture méticuleuse, accompagnée de sa signature. Dans la section des témoins, le nom et l'adresse de Chloé étaient inscrits. Mais ce qui m'a glacé le sang, c'était la section de l'épouse. Là, d'une écriture qui imitait habilement la mienne, figurait mon nom, Clara, à côté d'un faux tampon de notaire et d'une fausse signature. Laurent avait usurpé mon identité dans mon dos et avait complètement fabriqué cette convention de divorce. Juste avant de fuir à l'étranger, il prévoyait de déposer cela au tribunal, d'enregistrer un divorce sans que je le sache et de s'approprier légalement tous nos biens. C'était son scénario parfait. J'ai photographié les faux papiers de divorce, j'ai remis le tout dans le coffre-fort exactement comme c'était et je l'ai verrouillé. J'ai repoussé le tiroir en place. Quand j'ai quitté le bureau comme si de rien n'était, il était plus de 5 heures du matin. La pâle lumière de l'aube filtrait à travers les rideaux. En tant que simple femme au foyer, je ne pouvais pas écraser seule les plans machiavéliques d'un cadre d'entreprise. J'avais besoin d'une expertise juridique et d'un piège massif pour m'assurer qu'il ne puisse pas s'échapper. Je me suis dirigée vers mon tiroir dans le salon et j'ai sorti un vieil agenda qui appartenait à mon défunt père. Glissée entre les pages se trouvait une carte de visite défraîchie. Cette carte était la seule lueur d'espoir dont j'avais besoin pour changer le cours de ma vie. À 7 heures du matin, Laurent est descendu dans le salon comme d'habitude et a commencé à manger sans un mot le petit déjeuner que j'avais préparé. Le café est un peu tiède. Depuis combien d'années fais-tu ça ? A marmonné Laurent avec irritation sans quitter des yeux les informations du matin. Il n'avait absolument aucune idée que la nuit dernière, j'avais fouillé son bureau jusqu'à l'aube et tout photographié, de son projet de fuite à l'étranger jusqu'à la fausse convention de divorce.
En observant son profil alors qu'il picorait sa nourriture, complètement convaincu que son plan se déroulait sans accroc, j'ai simplement bu mon thé en silence. Je suis désolé. Je ferai plus attention la prochaine fois, je souris en utilisant mon ton habituel légèrement désolé. Cet homme ne pouvait pas imaginer que l'épouse sotte qu'il méprisait s'apprêtait à lui sortir ses griffes. Son arrogance était ma meilleure arme. Juste après 8 heures du matin, Laurent a lancé qu'il rentrerait tard et a franchi la porte. Il allait probablement retrouver Chloé pour finaliser leur relocalisation à Singapour. Dès que la porte a claqué et que le bruit de son moteur s'est estompé, je suis passé à l'action. Retirant mon tablier et enfilant des vêtements d'extérieur modestes, j'ai placé le vieil agenda et plusieurs documents imprimés dans mon sac. Je me suis dirigé vers un immeuble de bureaux un peu plus ancien dans le centre de Paris. Une plaque de laiton à côté de la porte indiquait modestement « Le maire et associé, cabinet d'avocat ». J'ai été immédiatement introduite dans un bureau à l'arrière. Clara, mon Dieu, cela fait si longtemps. Pas depuis les funérailles de ton père, donc 15 ans. La voix chaleureuse appartenait à maître Arthur Lemaire. Il était au milieu de la cinquantaine. À l'époque où mon défunt père dirigeait sa propre entreprise, il avait embauché le jeune Arthur comme conseiller juridique et s'était occupé de lui de près. Juste avant de mourir, mon père m'avait dit, si d'aventure tu as de gros ennuis dans ta vie, n'hésite pas à t'adresser à Arthur. C'est un homme de confiance. Il ne te trahira jamais. Arthur, dont les cheveux étaient maintenant poivre et sel, avait les mêmes yeux doux et sincères que dans mes souvenirs. Dès que j'ai vu son visage, l'isolement intense que j'avais enduré tout entière seule ces 5 dernières années est remonté à la surface, et j'ai failli éclater en sanglots. Mais je me suis mordu la lèvre et j'ai répondu avec un hochement de tête poli et déterminé. Maître Lemaire, je suis vraiment désolé de vous contacter si soudainement. Je viens vous consulter aujourd'hui au sujet d'un divorce d'avec mon mari et des énormes problèmes financiers qui y sont liés. Arthur a dû pressentir la gravité de la situation. Son expression est immédiatement devenue sérieuse. Prends ton temps. Raconte-moi tout, a-t-il dit en me versant une tasse de café chaud. J'ai pris une profonde inspiration et lui ai exposé la situation. Comment j'avais été contrainte de gérer tous les soins pendant 5 ans. Comment Laurent avait eu une liaison pendant tout ce temps, et le complot terrifiant que j'avais découvert dans son coffre-fort la nuit dernière. Après avoir terminé mon explication, j'ai sorti mon smartphone et montré à Arthur les preuves que j'avais rassemblées. Les messages explicites avec Chloé, les reçus d'hôtel de luxe, le reçu du virement des 80 000 € prélevés sur mon compte, les livrets de banque montrant les 500 000 € cachés de ma belle-mère. Les demandes de visa pour Singapour et la fausse convention de divorce portant ma signature falsifiée et un faux sceau de notaire. À mesure qu'il examinait chaque photo, une colère tranquille mais distincte s'est visiblement peinte sur le visage d'ordinaire doux d'Arthur. C'est épouvantable. C'est d'une malveillance extrême, a soupiré lourdement Arthur en posant le téléphone sur le bureau. Clara, c'est incroyable que tu aies réussi à rassembler toutes ces preuves entièrement seule. Ton sang-froid pour extraire autant d'informations sans éveiller ses soupçons est vraiment remarquable. Que dois-je faire? Si je ne fais rien, 25 ans de ma vie me seront volés, et je serai littéralement jeté à la rue sans rien. À ma voix tremblante, Arthur a hoché la tête fermement. Tout va bien se passer. Je ne laisserai absolument pas cela se produire. Pour rembourser ma dette de gratitude envers ton père, je te protégerai de toutes mes forces. Notant des éléments sur son bloc juridique, Arthur m'a expliqué notre stratégie légale en termes clairs. Tout d'abord, le plus dangereux est cette fausse convention de divorce. Ton mari a l'intention de la déposer au greffe juste avant de fuir le pays. Pour empêcher cela, rends-toi directement au tribunal aujourd'hui et dépose une opposition et un signalement pour fraude sur ton dossier matrimonial. Une fois cette mesure en place, même s'il tente de déposer le faux document, le tribunal le rejettera immédiatement et le signalera pour enquête. J'ai laissé échapper un soupir de soulagement. Je devais empêcher d'être unilatéralement effacé de mon propre mariage à tout prix. Ensuite, il y a la question financière. Vider unilatéralement 80 000 € d'un compte joint pour les transférer à une maîtresse est considéré comme un recel de communauté ou une dilapidation des actifs conjugaux. Tu peux le poursuivre pour restitution intégrale.
De plus, concernant la succession de 500 000 € de sa mère, s'il la dissimule et tente de se l'approprier entièrement, c'est une violation grave de la loi successorale. Nous pouvons également poursuivre sa maîtresse directement pour préjudice moral et complicité. Mais à tout le moins, nous pouvons la traîner dans la procédure de récupération des actifs. Les paroles d'Arthur étaient comme un rayon de lumière perçant des ténèbres absolues. Dois-je le confronter immédiatement, ai-je demandé. Arthur a secoué la tête lentement. Non. Si tu le confrontes maintenant, il va devenir paranoïaque. Il pourrait cacher les actifs encore plus profondément ou tenter de maquiller les virements. Ton mari croit dur comme fer que son plan est infaillible. Nous allons exploiter son arrogance au maximum. Les yeux d'Arthur ont pris un éclat acéré. Clara, nous allons le frapper de plein fouet au moment précis où cela lui infligera le maximum de dégâts. Le moment où il croira avoir complètement gagné et où il aura coupé ses propres voies de retraite, c'est là que nous ferons s'abattre le marteau. Le moment où il coupera ses voies de retraite. Exactement. Le jour même où il tentera d'abandonner la France et de fuir à l'étranger avec sa maîtresse. La proposition d'Arthur s'alignait parfaitement avec la fureur tranquille qui brûlait en moi. J'allais faire payer le prix ultime à l'homme qui m'avait méprisé et avait tenté de me jeter comme un déchet. Le scénario idéal pour le détruire prenait forme avec l'aide d'Arthur. Je vais m'occuper de tout le travail juridique et de la traque des actifs. Clara, j'ai besoin que tu continues à jouer le rôle de l'épouse ignorante et obéissante. Je sais que ce sera insupportable, mais peux-tu le faire? Oui. Comparé à 5 ans de soins constants, ce n'est rien. Quand j'ai répondu calmement mais clairement, Arthur a souri de manière rassurante. Après avoir quitté le cabinet, je me suis rendu directement au tribunal comme Arthur me l'avait conseillé et j'ai déposé le signalement pour fraude et l'opposition à toute demande de divorce unilatéral. Mon premier bouclier juridique était pleinement opérationnel. Le temps que je finisse de faire les courses et que je rentre à la maison, le soleil s'était complètement couché. En déverrouillant la porte et en pénétrant dans l'entrée sombre, j'ai soudain réalisé que l'air dans la maison était différent. L'odeur écœurante du parfum flottait dans l'air. Laurent avait dit qu'il rentrerait tard. Ce n'était pas encore l'heure pour lui d'être à la maison. Un mauvais pressentiment m'envahissant la poitrine, j'ai lentement ouvert la porte du salon. Tu es en retard. Je me suis permis d'entrer, Clara. Assise profondément dans mon canapé, les jambes croisées, arborant un sourire triomphant, se tenait la maîtresse de mon mari, Chloé. Sur la table basse devant elle se tournait une enveloppe marron familière. Elle était au milieu de la trentaine, vêtue d'une robe de créateur moulante, les cheveux parfaitement bouclés. L'odeur étouffante de son parfum se mêlait à la faible effluve de la bougie commémorative de la cheminée, créant une atmosphère nauséabonde. « Pourquoi es-tu ici ?» ai-je demandé, restant sur mes gardes. Chloé a ramassé un trousseau de clés sur la table et l'a fait teinter devant moi. Laurent m'a donné un double des clés. Nous allons vendre ce taudis avant de quitter le pays de toute façon, alors je me suis dit que je viendrais jeter un coup d'œil. Mais honnêtement, cette maison est incroyablement démodée et déprimante. Ça sent l'hospice de vieux. Chloé s'est pincé le nez de manière théâtrale, se moquant de moi. Mon sanctuaire, la maison précieuse où je décidais de survivre à 5 années de soins éprouvantes et honorer la mémoire de ses parents. Voir ces chaussures boueuses fouler mon foyer était une humiliation suprême. Mais me souvenant du conseil d'Arthur de les laisser baisser leur garde, j'ai serré les poings et réprimé mes émotions. Alors, qu'est-ce qui t'amène ici aujourd'hui? Mon mari n'est pas encore rentré. Quand j'ai demandé d'une voix délibérément faible, Chloé a tapoté l'enveloppe marron sur la table. Je suis là pour toi. Laurent est trop gentil. Il a dit qu'il s'en voulait de remettre les papiers directement à une épouse aussi pathétique. Alors, j'ai voulu régler les choses pour lui. Tiens, signe ça et mets la date. C'était une copie vierge de la convention de divorce. Laurent avait déjà falsifié ma signature sur la copie de son coffre-fort. Pourquoi l'aurait-il envoyé ici avec une nouvelle copie? Alors que je restais silencieuse, feignant la confusion, Chloé a soupiré et a levé les yeux au ciel.
Écoute, Laurent a déjà une copie des papiers de divorce prête à être déposés, mais si tu essaies de faire une scène plus tard et de prétendre que tu n'étais pas d'accord, cela pourrait jeter une ombre sur notre nouvelle vie à Singapour. Alors, nous voulons la preuve que tu as signé de ton plein gré. Quelle arrogance incroyable. Il me volait ma vie, me volait mon argent, et exigeait enfin que j'accepte d'être jeté juste pour se protéger eux-mêmes. Singapour? Une nouvelle vie? De quoi parles-tu? Ai-je demandé d'une voix tremblante, faisant semblant de ne rien savoir. Un regard clair de supériorité a brillé dans les yeux de Chloé. Oh, Laurent ne te l'a pas dit? Tu es vraiment complètement largué. C'est bien triste. Laurent et moi lançons une nouvelle entreprise de logistique à Singapour. Nous utilisons les 80 000 € qu'il t'a pris et le demi-million que sa mère a laissé comme capital de départ. Au moment où les mots 80 000 € et demi-million ont franchi ses lèvres, les flammes sombres dans ma poitrine se sont ravivées. Ces 80 000 € étaient de l'argent que j'avais économisé en réduisant nos factures d'épicerie pendant 20 ans, et l'héritage de sa mère n'existait que parce que j'avais sacrifié ma vie pour m'occuper d'elle. Quand j'ai joué la comédie des larmes, Chloé a ricané froidement. Et alors? Tu n'es qu'une femme au foyer. Chaque centime que tu as économisé était de l'argent que Laurent a gagné en premier lieu. Tu n'as fait que vivre à ses crochets, et s'occuper des parents est le devoir d'une épouse, évidemment. Laurent ne considère plus une femme aussi ennuyeuse et asexuée que toi comme une femme depuis des années. Chloé s'est levée et s'est approchée tout près de mon visage. Clara, tu as 52 ans, n'est-ce pas? Avec tout ce stress, on dirait une grand-mère de 60 ans. Arrête de t'embarrasser et abandonne. Laurent a besoin d'une partenaire jeune et talentueuse comme moi. Son parfum sucré et sa haine intense me frappaient de plein fouet. Une épouse normale se serait effondrée en larmes ou lui aurait flanqué une gifle. À la place, j'ai lentement expiré et j'ai tranquillement incliné la tête. Je comprends, mais je ne peux pas mettre fin à 25 ans de mariage si soudainement. S'il te plaît, donne-moi juste 3 jours pour y réfléchir. Je promets que je signerai les papiers dans 3 jours. Quand j'ai joué la femme complètement vaincue, les coins de la bouche de Chloé se sont étirés de satisfaction. Très bien, je te donne 3 jours, mais tu n'as pas d'issue. Si tu ne signes pas, nous déposerons la copie que nous avons déjà. Dis bonjour à Laurent de ma part. Chloé m'a tapoté l'épaule de manière condescendante, ses talons au claquant alors qu'elle franchissait la porte d'entrée. Dès que la porte a claqué et que le bruit de sa voiture s'est éloigné, j'ai redressé la tête. Les faibles larmes d'il y a un instant avaient complètement disparu de mes yeux. Un rire sourd s'est échappé de ma gorge dans le salon vide. Elle ne comprenait absolument rien. Elle ne savait pas que j'avais déjà déposé un signalement pour fraude auprès du tribunal. Peu importe leur tentative désespérée de déposer leurs faux documents, mon pare-feu juridique impénétrable était déjà actif. J'ai immédiatement ouvert toutes les fenêtres du salon et mis la ventilation au maximum. J'ai vaporisé le canapé où elle s'était assise avec du désodorisant textile à plusieurs reprises et j'ai minutieusement essuyé la table à l'alcool. Je refusais de laisser la moindre trace de l'odeur de cette femme bon marché dans ma maison. Puis je me suis assise devant l'urne et j'ai allumé une nouvelle bougie commémorative. Alors que la fumée propre s'élevait, l'air de la maison a enfin semblé revenir à la normale. Laurent est rentré à 22 heures. Oh, te voilà. Tu veux dîner? L'ai-je accueilli comme si de rien n'était. Je n'en ai pas besoin. Je suis fatigué. Je vais dormir, a-t-il rétorqué, se dirigeant rapidement vers la chambre. Dans sa main, il serrait une enveloppe en papier épais portant le logo de son entreprise, quelque chose qu'il n'avait pas l'habitude de rapporter à la maison. L'air incroyablement nerveux, et a emporté l'enveloppe dans son bureau et a verrouillé la porte derrière lui. Son comportement anormal a attiré mon attention. Chloé s'était vantée de lancer une nouvelle entreprise à Singapour. Mais même en combinant l'héritage de sa mère et mes économies, cela représentait environ 580 000 €. Pour une création d'entreprise à l'étranger, une relocalisation et un style de vie de luxe permanent avec une maîtresse, c'était une somme un peu fragile. Laurent essayait-il de tirer une somme d'argent massive d'ailleurs? À 2 heures du matin, m'assurant que Laurent ronflait bruyamment dans la chambre, j'ai commencé à bouger dans l'obscurité.
La porte du bureau était verrouillée de l'intérieur, mais je gérais cette maison depuis des décennies. À l'aide d'une petite clé d'urgence que je gardais cachée sur le cadre supérieur de la porte, je l'ai déverrouillée sans faire de bruit. En entrant dans la pièce, j'ai vu l'enveloppe de l'entreprise posée négligemment sur le bureau. Tenant mon smartphone, j'ai délicatement sorti le contenu. À l'intérieur se trouvaient d'épaisses piles de données clients marquées strictement confidentielles et un faisceau de documents qui ressemblaient à de fausses factures adressées à des fournisseurs fictifs. Glissé entre ces documents se tournait un morceau de mémo plié. Écrit de la main de Laurent, il y avait un numéro de compte bancaire offshore et un chiffre si massif qu'il défiait l'entendement, finalisation du routage des fonds occultes cible 20 juin total 2 millions d'euros. Au moment où j'ai vu ce chiffre, une sueur froide a coulé le long de ma colonne vertébrale. Non content de dépouiller sa famille, Laurent détournait les fonds de l'entreprise dont il était un cadre, complotant pour acheminer l'argent vers un compte offshore. Les points se reliaient en une ligne parfaitement droite. C'était la raison pour laquelle il était si désespérément pressé de fuir à Singapour. Ce qu'il complotait n'était pas seulement une fuite avec sa maîtresse. C'était une conspiration criminelle complète pour trahir son entreprise, détourner 2 millions d'euros et disparaître sans laisser de traces. Les mains tremblantes, j'ai photographié chaque document prouvant le détournement de fonds. Si je donnais cela à Arthur, la vie de Laurent était complètement finie. Ce ne serait plus seulement une affaire de divorce. Cela signifierait sa mort sociale absolue et son arrestation. La pire fin possible l'attendait. Cependant, je n'avais pas l'intention de le dénoncer à la seconde. Je voulais enfoncer la lame au moment précis où il se sentirait au sommet du monde, pensant avoir tout gagné. Il ne restait que quelques jours avant son vol. La scène de ma vengeance tranquille et totale se mettait parfaitement en place. Le lendemain matin, après m'être assuré que Laurent était parti travailler, je me suis précipitée au cabinet d'Arthur Lemaire. Assise profondément dans le canapé en cuir, j'ai montré à Arthur les photos du circuit de détournement de fonds, le mémo du transfert de 2 millions d'euros et les documents confidentiels de l'entreprise. Le visage de l'avocat d'ordinaire si calme a changé instantanément. Il a laissé échapper un soupir étouffé, son expression devenant féroce. Clara, ce n'est plus seulement une question d'infidélité ou d'actifs conjugaux dissimulés. Il s'agit d'un détournement de fonds d'entreprise massif. C'est un délit financier majeur. La voix d'Arthur était calme, mais chargée d'une colère sourde. Ton mari redirigeait des paiements destinés à des fournisseurs légitimes étrangers vers une société écran à Singapour. Les fonds pour sa vie de luxe et sa start-up ne provenaient pas seulement de tes économies et de l'héritage. Il avait l'intention de voler les fonds de l'entreprise et de s'enfuir proprement. 2 millions d'euros. C'était une somme que je ne pouvais imaginer gagner en une vie entière. Laurent m'avait méprisé pour avoir économisé des centimes, me forçant à réduire nos dépenses courantes à l'extrême. Pendant ce temps, il ne voyait aucun inconvénient à voler des millions pour financer ses propres désirs, trahissant l'entreprise qu'il avait formée et volant comme un vulgaire voleur. C'était l'acte le plus vil qu'un être humain puisse commettre, et il le faisait avec un visage impassible. Maître Lemaire, devons-nous informer monsieur Henri Valois, le PDG de l'entreprise de Laurent, ai-je demandé calmement. Arthur a hoché la tête profondément et vigoureusement. Oui, nous devons l'informer immédiatement. Mais Clara, ce sera aussi notre ultime atout. Ton mari opère actuellement sous une immense illusion. Arthur a levé les yeux des documents et m'a fixé du regard. Il pense avoir gravi les échelons de la direction uniquement par son propre mérite, mais celui qu'il a initialement présenté à Henri Valois et a jeté les bases de sa carrière, c'est ton défunt père. J'ai retenu mon souffle. Il y a 25 ans, alors que Laurent n'était qu'un collaborateur junior peu performant, mon père l'avait présenté à Henri Valois, un ami proche et associé d'affaires, en lui disant « S'il te plaît, prends soin de l'homme qui épouse ma fille ». Le statut et les revenus actuels de Laurent n'étaient pas nés de son propre talent ou effort. Ils reposaient entièrement sur la réputation et la confiance de mon père. Henri Valois est un homme d'affaires de la vieille école incroyablement loyal. Et ressent toujours une profonde dette de gratitude envers ton père. S'il apprend que Laurent a trahi la fille bien-aimée de son mentor, la contrainte à 5 années de soins épuisantes, puis s'est retourné pour voler l'entreprise, il ne le lui pardonnera absolument jamais. Cet après-midi-là,
grâce aux arrangements rapides d'Arthur, je me suis retrouvée assise dans le salon tranquille d'un grand hôtel, rencontrant secrètement Henri Valois. Le PDG aux cheveux argentés a jeté un seul coup d'œil aux preuves présentées par Arthur, son visage devenant rouge de colère alors qu'il se mettait à trembler de rage. Mordre la main qui vous nourrit. C'est exactement à cela que ça ressemble, a marmonné monsieur Valois d'une voix étranglée par une pure fureur. Puis il s'est tourné vers moi, son expression empreinte d'un profond regret. Clara, je suis tellement désolé. Ton père m'a confié sa fille précieuse, et j'ai permis à mon entreprise de nourrir un homme aussi pourri et sans valeur. Je suis tellement désolé pour toute la douleur qu'il t'a infligée. Voir le PDG d'une entreprise massive avoir les larmes aux yeux et s'incliner devant une simple femme au foyer comme moi m'a serré le cœur. Non, monsieur Valois, s'il vous plaît, relevez la tête. Vous n'avez pas à vous excuser. C'est un problème entre Laurent et moi, mais je devais empêcher à tout prix que l'entreprise que mon père aimait soit dépouillée. Monsieur Valois a relevé la tête, pressant un mouchoir sur ses yeux, et a hoché la tête fermement. Bien sûr. Maître le maire, agissons en coulisses immédiatement pour geler complètement les comptes à Singapour que Laurent a désignés. Laissons-le croire que les virements ont été effectués parfaitement. Laissons-le s'enfoncer. Un éclat de prédateur acéré est apparu dans les yeux du PDG. Les yeux d'un homme d'affaires féroce et d'un ami loyal. Tous les points s'étaient connectés. L'infidélité de mon mari, l'héritage caché, les faux papiers de divorce et le détournement de fonds de 2 millions d'euros. Chaque petite preuve que j'avais méticuleusement rassemblée au milieu de la nuit s'associait maintenant pour former un piège massif et inéluctable prêt à se déclencher à la porte de sécurité de l'aéroport. Quelques jours plus tard, Laurent est rentré à la maison de particulièrement bonne humeur, fredonnant, et « Clara, viens ici une seconde ». Il m'a appelé dans le salon, s'étalant sur le canapé et me regardant avec une attitude arrogante. Je pars pour Singapour pour un voyage d'affaires d'1 mois à partir de lundi. C'est une inspection pour un nouveau projet d'envergure. Fais-moi une faveur et prépare ma plus grande valise avec 1 mois de vêtements, des costumes d'été et mes meilleures cravates pour les soirées de réseautage. Lundi. Je savais avec une clarté douloureuse que c'était le jour où lui et Chloé prévoyaient d'abandonner la France et de s'enfuir. Bien sûr, 1 mois entier doit être épuisant. S'il te plaît, prends soin de toi, je souris avec le visage d'une épouse ignorante et obéissante. Laurent a ricané de satisfaction. Tu n'es vraiment bonne qu'à préparer les valises à la maison. Bref. Veille à bien garder la maison pendant mon absence. N'oublie pas de verrouiller les portes. Il m'a jeté ces mots et a marché vers la chambre pour prendre une douche. Je me suis levée tranquillement, j'ai sorti sa plus grande valise noire du fond du placard et je l'ai ouverte. Exactement comme il l'avait ordonné, j'ai soigneusement plié ses costumes d'été, repassé ses chemises et soigneusement rangé ses chaussettes et ses sous-vêtements. Par le passé, je glissais de petits mots et des vitamines dans ses bagages, priant pour son retour sain et sauf. Mais maintenant, il ne restait pas une seule goutte d'affection. Ce processus ressemblait à un rituel froid et stérile, comme préparer des habits de deuil dans un cercueil. C'étaient toutes des choses qu'il me faisait préparer pour sa nouvelle vie glamour à Singapour. Mais je connaissais la vérité. Cette valise coûteuse n'atteindrait jamais les rivages de Singapour. Les nuits où il porterait ses costumes sur mesure et siroterait du champagne avec sa maîtresse n'arriveraient jamais. Juste au moment où je finissais de boucler la valise et fermais tranquillement la fermeture éclair, le smartphone de Laurent, laissé sur la table basse, a vibré brièvement. Un message de Chloé est apparu sur l'écran. « Laurent, c'est enfin lundi. Les vols et l'hôtel sont parfaitement réservés. Dépêche-toi de couper les ponts avec Clara pour que tu sois tout à moi. » Fixant l'écran brillant, j'ai laissé un sourire glacial se dessiner sur mes lèvres. Lundi, le jour où tout s'arrête. Tu n'as aucune idée que la porte vers l'avenir brillant dont tu rêves a déjà été remplacée par de lourds barreaux de fer. Tu penses me jeter, mais tu es sur le point de tout perdre. C'est un peu triste de penser que je ne mangerai pas ton rôti fade pendant un moment, a soupiré Laurent de manière exagérée en faisant tourner son whisky dans son verre en cristal. C'était dimanche soir. Demain était le jour où il devait soi-disant partir pour son voyage d'affaires d'1 mois, s'envolant pour Singapour avec sa maîtresse. Pour lui,
ce dîner était une célébration secrète, un toast à ces adieux éternels du bagage inutile que j'étais. La table était garnie de ses plats préférés, un poulet rôti à la perfection, une poitrine de bœuf braisée lentement et un élégant cocktail de crevettes. C'est ma dernière nuit avant un grand voyage. Sers-moi à boire, et ne lésine pas sur les moyens ce soir. Fais un repas décent pour une fois, avait-il exigé avec arrogance. Obéissant à sa demande, j'avais passé des heures à conduire chez des épiciers spécialisés pour préparer ce dernier souper. Laurent était de très bonne humeur. Habituellement, il m'adressait à peine la parole pendant le dîner, préférant fixer son téléphone. Mais ce soir, il était particulièrement bavard. Ce voyage d'inspection va être le point culminant de ma carrière. À notre époque, se tuer à la tâche sur un marché en déclin comme l'Europe n'a aucun sens. Je déplace ma base d'opération à l'étranger pour jouer dans la cour des grands. Il semblait s'adresser à moi, mais en réalité, et était juste ivre de sa propre vision glorieuse de l'avenir. Il ne montrait aucun remords quant au fait que son capital de départ était la fortune cachée de sa défunte mère, mes économies de retraite et les 2 millions d'euros détournés de son entreprise. Il avait l'air confiant d'un homme qui croyait sincèrement avoir tout accompli grâce à son seul talent brut. Tu as raison. S'il s'agit d'un projet qui te passionne autant, je suis sûr que ce sera un immense succès, ai-je ajouté tranquillement. Laurent a avalé son whisky avec suffisance. Bien sûr que oui. C'est pourquoi tu dois rester ici et protéger la maison sans gaspiller mon argent pendant mon absence. M'attendre à la maison est la seule chose pour laquelle tu es vraiment doué. Ces paroles étaient empreintes d'une moquerie flagrante. Dans son esprit, il riait, sachant qu'il ne remettrait plus jamais les pieds dans cette maison. Il prévoyait de me laisser abandonner pour toujours dans cette maison vieillissante qui sentait les bougies commémoratives, à attendre éternellement comme une pauvre vieille femme sotte. C'était son scénario idéal. Laurent, j'ai versé encore un peu de whisky dans son verre vide et j'ai parlé calmement. Cela fait 15 ans que nous avons construit cette maison. Maintenant que ta mère est partie et qu'il ne reste que nous deux, as-tu des regrets concernant ta vie ici ? Quand j'ai demandé d'un ton légèrement sentimental, Laurent a posé sa fourchette et a jeté un bref regard méprisant vers l'urne commémorative de sa mère. Des regrets ? Ne sois pas ridicule. J'ai toujours voulu déployer mes ailes dans un monde plus grand. Cette maison démodée, m'occuper de mes parents, ton visage misérable. Tout cela n'était qu'un poids mort qui freinait mon talent. Ma vraie vie commence demain. Au moment où j'ai entendu ces mots, le dernier fragment microscopique de pitié que j'avais pour lui s'est figé et s'est brisé complètement. 25 ans de mariage, la jeunesse que j'avais sacrifiée, les années passées à nettoyer les fluides corporels de sa mère, les centimes que j'avais économisés pour nous protéger. Pour lui, tout cela n'était qu'un poids mort. Je vois. Je comprends exactement ce que tu ressens. J'ai souri calmement et j'ai bu une gorgée de thé. Je ne lui montrerai absolument aucune pitié. Je savais avec une certitude absolue que je serais aux premières loges, ne ressentant aucune douleur, alors que cet homme serait poussé du haut d'une falaise vers l'enfer demain. Après le dîner, Laurent s'est assis sur le canapé, faisant défiler des choses sur son téléphone tandis que la télévision fonctionnait en arrière-plan. De temps en temps, il regardait l'écran et affichait un sourire niais et sinistre. Il envoyait sans aucun doute des messages à Chloé, finalisant leur heure de rendez-vous et leur projet pour Singapour. Je faisais la vaisselle dans la cuisine, observant son dos avec des yeux froids. Et, Clara, je quitte la maison à 9h demain. Conduis-moi à l'aéroport Charles de Gaulle, a ordonné Laurent sans détacher ses yeux de la télévision. D'accord, je comprends. Ta valise est déjà près de la porte. S'il te plaît, assure-toi de vérifier que ton passeport et tes billets sont bien dans ton sac. Tais-toi. Je ne suis pas un enfant. Je peux gérer cela moi-même. Fais juste ton travail de chauffeur, a-t-il craché avec irritation, se levant et se dirigeant vers la chambre pour prendre une douche. J'ai terminé la vaisselle et rangé les assiettes propres dans le placard. Le conduire à CDG demain matin faisait partie du plan que j'avais convenu avec Maître Lemaire. Du moment où il quitte la maison jusqu'à ce qu'il retrouve sa maîtresse à l'aéroport, nous devons le garder sous surveillance étroite. En le conduisant toi-même, Clara, nous pouvons contrôler parfaitement son itinéraire d'évasion et son emploi du temps.
Suivant les instructions de l'avocat, mon rôle était de le livrer directement au terminal de départ de CDG où lui et Chloé se retrouveraient. Tard dans la nuit, lorsque la maison est devenue complètement silencieuse, je me suis assise devant l'urne de ma belle-mère. J'ai allumé une bougie et j'ai fermé les yeux en silence. Maman, demain tout s'arrête enfin. Le précieux héritage que tu as laissé ne servira jamais à financer le luxe de cette femme, et je lui ferai payer la dette de 25 ans de ma vie. Je me suis levée lentement et j'ai jeté un coup d'œil dans la chambre. Laurent ronflait bruyamment, dormant de manière totalement vulnérable. Sur sa table de chevet, à moitié cachée sous un bac à documents, se tournait l'enveloppe marron qu'il prévoyait de poster demain matin, la fausse convention de divorce. Il prévoyait probablement de la jeter à la boîte aux lettres pendant que j'étais occupée à le conduire à l'aéroport. Au moment où il monterait à bord de son avion, Clara serait effacée de son registre, laissée sans un sou. Il y croyait sans aucun doute, rêvant probablement de siroter du champagne dans un appartement de luxe à Singapour à ce moment précis. J'ai jeté un coup d'œil à l'enveloppe et j'ai ri froidement. En voilà si tu veux. Elle ne sera jamais acceptée de toute façon. J'ai ouvert mon sac à main et me suis assuré que les documents nécessaires s'y trouvaient en toute sécurité. L'un était le dossier épais que Maître Lemaire m'avait donné, prouvant le détournement de fonds et la dissimulation d'actifs de Laurent. L'autre était un document authentique unique que je lui remettrais au moment où il toucherait le fond demain. J'ai fermé la fermeture éclair du sac et l'ai placé près de la porte d'entrée. Le lendemain matin, la lumière du soleil de juin inondait le salon. Et, est-ce que ma cravate est droite ? Vêtu d'un costume de créateur coûteux, Laurent vérifiait son reflet dans le miroir à plusieurs reprises. Plutôt qu'un homme d'affaires partant pour un long voyage, il ressemblait à un marié surexcité célébrant le début d'une nouvelle vie. Son visage était anormalement rouge, incapable de masquer un sourire niais et arrogant. « Elle te va très bien. Tu as l'air d'un PDG, ai-je offert un faux compliment. Je vais bientôt être un vrai PDG, a-t-il marmonné doucement, attachant sa montre de luxe à son poignet. Très bien, allons-y, mets les bagages dans le coffre. Donnant des ordres d'un mouvement de menton, il m'a fait traîner la lourde valise et la charger dans la voiture. J'ai démarré le moteur et suis sorti lentement de notre quartier de banlieue familier. Laurent était assis sur le siège passager, pianotant fièrement sur son téléphone. Ah, au fait. Arrête-toi à la boîte aux lettres de la poste là-bas. J'ai des documents que je dois envoyer. Il s'est raclé la gorge de manière théâtrale et a sorti l'enveloppe marron. Il semblait avoir l'intention de la jeter lui-même à la boîte. Pas de problème, ai-je répondu calmement, me rangeant près de la boîte aux lettres jaunes. Laurent est sorti d'un pas léger et a glissé l'enveloppe à l'intérieur. Son dos irradiait une joie laide et envahissante. Un homme qui croyait avoir complètement effacé son passé. Remontant dans la voiture, Laurent sifflait presque, « Ah, ça va beaucoup mieux. Allez, fonce vers Charles de Gaulle. » Très bien, je conduis prudemment. J'ai appuyé sur l'accélérateur, m'insérant sur l'autoroute. Le seul son dans la voiture était la musique monotone de la radio. Jetant un coup d'œil au profil de Laurent, je le voyais les yeux fermés, rêvant visiblement de son avenir glamour. Tu n'as aucune idée que dans exactement 2 heures, l'avenir brillant dont tu rêves va s'effondrer en poussière. Lorsque les terminaux massifs de l'aéroport CDG sont apparus, mon smartphone a vibré brièvement dans mon sac. C'était un sachet de Maître Lemaire. L'opération était lancée. Nous y voilà, le point de départ de ta nouvelle vie, ai-je dit doucement. Ah, le plus beau jour de ma vie, a ri Laurent en ouvrant la portière de la voiture. Il n'avait aucune idée du piège béant qui l'attendait juste à l'intérieur. Les portes automatiques du terminal 2 se sont ouvertes, et la symphonie chaotique des langues étrangères, des annonces sonores et des centaines de roulettes de valises roulant sur le carrelage a envahi mes oreilles. Et, ne reste pas là sans rien faire. Prends un chariot à bagages. Laurent se tenait les mains vides, me forçant à charger ses énormes valises sur le chariot. Jusqu'au dernier jour de notre mariage de 25 ans, il m'a traité comme un outil pratique destiné uniquement à le servir. Mais pour moi maintenant, son arrogance était tout simplement comique. Alors que nous marchions vers le centre du hall de départ, une voix aiguë a retenti, « Laurent, par ici. Par ici. »
Regardant vers la voie, j'ai vu Chloé, vêtue d'une robe d'été rouge vif de style balnéaire, agitant frénétiquement la main en courant vers nous. Elle portait un grand chapeau de paille et serrait un sac de voyage de créateur. Elle avait l'air ridiculement festive, comme si elle partait en vacances dans une station balnéaire de luxe. Chloé, désolée de t'avoir fait attendre. Agissant comme si j'avais cessé d'exister, le visage de Laurent s'est fendu d'un sourire niais alors qu'il l'accueillait. Chloé s'est pratiquement jetée sur lui, l'enlaçant et enroulant fermement son bras autour du sien. Puis, me remarquant debout derrière eux en train de pousser le chariot à bagages, elle a écarquillé les yeux de manière théâtrale. « Oh, Clara, tu es vraiment venue lui dire au revoir. Laurent disait que tu étais si bête qu'on pouvait t'utiliser comme chauffeur gratuit, mais je ne pensais pas que tu viendrais vraiment. Tu t'accroches encore à lui ?» Sentant fort son parfum trop sucré, Chloé m'a toisé de haut en bas, m'évaluant comme un morceau de viande. Je portais un gilet uni et un pantalon acheté dans un grand magasin il y a des années. Comparé à la robe flashy de Chloé, je devais ressembler à la mère de Laurent ou juste à une assistante recrutée, un chauffeur ou autre. Je ne fais qu'accomplir mon dernier devoir, ai-je répondu calmement. Chloé a ricané et a serré le bras de Laurent encore plus fort. Et cela nous ramène au début. J'ai décidé de passer le reste de ma vie à l'étranger avec Chloé. Tu peux vivre le restant de ta misérable vie ici en France comme tu le souhaites. Se tenant au milieu du terminal bruyant, Laurent m'a jeté sa dernière sentence. Peu importe. J'avais atteint ma limite absolue avec une femme aussi terne et ennuyeuse que toi. De toute façon, nous partons à Singapour pour lancer une nouvelle entreprise. C'est un immense soulagement de savoir que je n'aurai plus jamais à voir ma vie française monotone ni ton visage misérable. Je comprends. Bon vol, ai-je répondu avec un sourire tranquille. C'est quoi cette attitude? Tu essaies de faire la dure? A grogné Laurent. Non, je ne fais pas la dure du tout. Je respecte simplement ta décision. S'il vous plaît, faites un merveilleux chemin ensemble. Je me suis inclinée profondément une fois de plus. Laurent a marmonné que j'étais une femme flippante jusqu'à la toute fin. Il n'avait aucune idée. Il ne savait pas que l'enveloppe marron que Laurent avait si fièrement glissée dans la boîte aux lettres ce matin était destinée à être rejetée comme un chiffon sans valeur au tribunal. Parce que mon signalement pour fraude et mon opposition étaient déjà actifs, peu importe le nombre de faux tampons qu'il avait utilisés, notre mariage légal ne bougerait pas d'un pouce. Il ne savait pas non plus que les 2 millions d'euros détournés, l'héritage de 500 000 euros de sa mère et mes 80 000 euros d'épargne, l'argent sur lequel il comptait pour financer leur vie de luxe à Singapour, avaient déjà été complètement gelés par Monsieur Valois et Maître Lemaire. Le virement vers la société Écran de Singapour avait été bloqué par la police financière et la banque juste avant son exécution. Les comptes de sa mère étaient gelés en vertu d'un litige successoral déposé par moi, l'héritière légitime. Et la poursuite pour la restitution de mes 80 000 euros était déjà prête et verrouillée. En d'autres termes, à ce moment précis, cet homme vêtu d'un costume de créateur et arborant une montre de luxe, agissant comme un roi avec sa jeune maîtresse, avait une valeur nette de 0 absolu. Et parce qu'il avait commis une fraude d'entreprise massive, ce n'était pas seulement 0, il plongeait dans un abîme négatif sans fin. Allons-y, Chloé. Perdre du temps avec cette femme lugubre est inutile. Notre vol embarque bientôt. Laurent a violemment arraché sa valise du chariot et a serré Chloé contre lui. Oui, Laurent. Au revoir, Clara. Amuse-toi bien à vivre une longue vie entourée de l'odeur de ces bougies commémoratives bon marché. Chloé a fait un signe de la main théâtrale et ils se sont tous deux dirigés vers le poste de contrôle de sécurité de la PAF. Mon téléphone a vibré brièvement dans mon sac. C'était un message d'Arthur. Monsieur Valois et les autorités sont en position juste après le point de contrôle. Tous les comptes sont gelés. La phase finale est lancée. J'ai éteint l'écran et j'ai senti la texture du document authentique qui attendait au fond de mon sac. Ils ont enfin atteint le guichet de sécurité. Un sourire narquois aux lèvres, Laurent a sorti son passeport et sa carte d'embarquement de première classe de sa poche pour les tendre à l'agent. Chloé se tenait derrière lui, faisant défiler nonchalamment son téléphone. Je me suis avancé lentement jusqu'à un endroit situé à environ 10 mètres et je me suis arrêté. Le siège de premier rang idéal.
Laurent a placé son passeport sur le scanner comme demandé. Son visage débordait de la joie laide et arrogante d'un homme qui croyait être enfin libéré de tous ses fardeaux. C'est alors que c'est arrivé. Bip. Une alarme stridente et perçante a retenti depuis le terminal de sécurité. C'était un son mécanique, implacable, qui a instantanément figé l'immense hall de départ chaotique. Et, Qu'est-ce qui se passe, a grogné Laurent avec agacement. Il ne soupçonnait pas une seconde qu'il avait fait quelque chose de mal. Votre machine est en panne? Dépêchez-vous de me laisser passer. Je suis un passager de première classe. Mon vol embarque. L'agent de sécurité ne lui a pas répondu. Elle fixait intensément un écran d'avertissement clignotant sur son moniteur, son visage se durcissant. Sentant le changement d'atmosphère, Chloé a enfin levé les yeux de son téléphone. Laurent, qu'est-ce qui ne va pas? Entrons et allons boire du champagne au salon. Elle lui tirait le bras d'une voix geignarde, mais une légère trace de panique commençait à apparaître sur le visage de Laurent. Veuillez patienter ici. Nous procédons à une vérification, a dit l'agent d'un ton administratif froid. À ce moment-là, plusieurs agents de la PAF en uniforme et des policiers lourdement armés de la gendarmerie des transports aériens se sont dirigés rapidement vers eux depuis l'allée latérale. Derrière eux se trouvaient 4 hommes en costume sombre et ajustés au regard perçant. Ils ont fendu la foule de voyageurs et se sont arrêtés net devant Laurent et Chloé. Qui êtes-vous, bon sang? Je suis un cadre chez Valois Logistique. Je vais vous faire virer pour ça, a aboyé Laurent, tentant de les intimider. Les hommes en costume n'ont pas bronché. L'un d'eux, un homme aux cheveux argentés qui semblait diriger le groupe, a sorti une carte professionnelle de sa veste et l'a brandie sous les yeux de Laurent. Police judiciaire, brigade financière. Vous êtes bien Laurent Bertrand? Au moment où ces mots sont tombés, tout le sang s'est retiré du visage de Laurent. Chloé a laissé échapper un petit cri pathétique et a reculé. C'est quel genre de plaisanterie? Vous vous trompez de personne. Je m'envole pour Singapour immédiatement. Laurent a désespérément tenté de résister, mais 2 agents ont bougé rapidement, lui saisissant les bras et les verrouillant dans une prise ferme. Nous ne nous trompons pas de personne. Suite à une plainte pénale déposée par Valois Logistique, un mandat d'arrêt a été délivré contre vous pour détournement de fonds à hauteur de 2 millions d'euros. Vous nous suivez? Détournement de 2 millions d'euros? Dès que ces mots ont résonné, les voyageurs environnants ont commencé à murmurer bruyamment. Des adolescents ont sorti leur téléphone pour filmer et les chuchotements se sont propagés comme une traînée de poudre. Détournement de fonds? Non, c'est un malentendu. Je n'ai rien fait. Laurent regardait frénétiquement autour de lui avec des yeux injectés de sang, hurlant comme un enfant. L'homme arrogant qui me considérait comme un déchet il y a quelques instants avait disparu. À sa place se tournait un criminel pathétique et ruiné. Laurent, que signifie détournement de fonds? Tu as volé ton entreprise, a hurlé Chloé d'une voix aiguë et paniquée. Tu m'avais dit que nous lancions l'entreprise à Singapour avec le demi-million d'héritage de ta mère. Pourquoi la police financière est-elle là? Ferme-la, a hurlé Laurent contre elle. Mais peu importe la force de ses cris, la prise des agents sur lui ne s'est pas desserrée d'1 millimètre. Puis 2 silhouettes sont lentement sorties de derrière les agents fédéraux. L'une était maître Arthur Lemaire, son visage doux figé dans une de ses rares colères tranquilles. L'autre était le PDG de son entreprise et le meilleur ami de mon père, Henri Valois. Monsieur Valois. Maître Lemaire. Le visage de Laurent a perdu le peu de couleur qui lui restait, prenant une teinte de cendre. Un sifflement pathétique s'est échappé de sa gorge. Henri Valois a fixé Laurent comme s'il regardait un déchet. Il a parlé d'une voix sourde mais terrifiante, « Laurent, espèce d'immonde déchet. Jusqu'où la pourriture s'est-elle propagée en toi? Tu as trahi la fille de l'homme à qui tu dois toute ta vie, et tu as cru pouvoir vider mon entreprise en sortant. Non, monsieur Valois, c'est un piège. Quelqu'un essaie de me piéger. Ferme ta bouche. » Le rugissement de Valois a résonné à travers le terminal. Laurent a sursauté, ravalant ces mots. Nous avons tracé chaque numéro de routage pour les 2 millions d'euros que tu as tenté d'envoyer à ta société écran. Depuis 9 heures ce matin, ce compte est complètement gelé.
Tu n'auras pas un seul centime d'euro. Je l'ai. Les forces ont quitté les jambes de Laurent et ses genoux ont fléchi. Si les agents ne l'avaient pas soutenu, il se serait effondré sur le sol. Ce n'est pas tout. Maître Arthur Lemaire s'est avancé, la voix de glace. Le compte contenant les 500 000 euros d'héritage de votre mère a également été entièrement gelé en vertu d'une action en justice déposée par l'héritière légitime. De plus, les 80 000 euros que vous avez prélevés sur l'épargne de votre épouse font désormais l'objet d'une plainte active pour restitution civile. Les 2 millions d'euros de l'entreprise, les 500 000 euros d'héritage, mais 80 000 euros d'épargne. La fortune massive sur laquelle Laurent et Chloé comptaient pour leur nouvelle vie glamour à Singapour s'était volatilisée comme du sable à cet instant précis. Non, pas question. Chloé s'est pris la tête à deux mains et s'est effondrée sur le sol. Qu'est-ce que vous voulez dire par « il n'y a pas d'argent » ? Qu'est-ce qui arrive à l'entreprise à Singapour ? Et mon style de vie de luxe ? Ferme-la. Ferme-la, Chloé, a hurlé Laurent de manière hystérique. Mais Chloé ne l'écoutait plus. Pour elle, Laurent n'avait de valeur qu'en tant que protecteur financier riche et fiable. Un cinquantenaire sans le sou, coupable de délits financiers, ne valait pas mieux qu'un déchet. Tout est de ta faute. Tu avais dit que le plan était infaillible. J'ai démissionné de mon travail pour ça. Qu'est-ce que tu vas faire pour arranger ça ? Chloé s'est jetée en avant, saisissant les revers du costume de créateur de Laurent, pleurant et lui frappant la poitrine. C'était laid. Incroyablement laid. Deux traîtres tentant désespérément de se rejeter la faute l'un sur l'autre. J'ai observé ce spectacle bizarre à 10 mètres de distance, d'un œil froid et détaché. C'était la fin pour l'homme qui m'avait traité comme une bonne pendant 25 ans, m'avait forcé à nettoyer après sa mère et avait tenté de me jeter comme un déchet. Un agent a écarté Chloé. Nous allons entendre tout cela au poste, a-t-il dit en sortant une paire de menottes pour Laurent. À ce moment-là, les yeux injectés de sang de Laurent se sont posés sur moi, debout tranquillement au loin. Clara! Clara! Il a hurlé mon nom avec un regard désespéré et dément sur le visage, comme un condamné à mort apercevant une bouée de sauvetage. Clara, tu es juste là. Viens ici. Dis à Monsieur Valois que c'est un malentendu. Je suis ton mari. J'ai travaillé si dur pour toi. Aide-moi. L'attention de tout le terminal s'est portée sur moi. Monsieur Valois, Arthur et les agents se sont tranquillement écartés, m'ouvrant un passage. J'ai serré fermement les poignées de mon sac et j'ai marché lentement, pas à pas, vers l'endroit où il se tenait. Le son de mes propres pas résonnait étrangement net dans mes oreilles. C'est ça. Tu peux témoigner pour moi. Dis-leur que je ne volerai jamais l'entreprise. Dis-leur, a supplié Laurent sans vergogne à mon approche. Je me suis arrêté juste devant lui. Puis j'ai plongé la main dans mon sac et j'ai lentement sorti le document unique que j'avais préparé pour aujourd'hui. Au moment où Laurent l'a vu, son visage a pris la couleur de la mort. Entouré d'une foule de badauds et d'agents, j'ai sorti une pochette en plastique transparent de mon sac et j'ai brandi la première feuille de papier sous ses yeux tremblants. C'était une impression couleur pleine page d'une photographie. Au moment où il l'a vue, les yeux de Laurent se sont exorbités d'incrédulité et un hoquet étouffé a déchiré sa gorge. La photo montrait clairement le fond sombre du coffre-fort caché qu'il gardait dans son bureau. Jeté négligemment à l'intérieur se trouvaient les 2 passeports et la note rédigée de sa main, finalisation du routage des fonds occultes cible 20 juin total 2 millions d'euros. C'est comment as-tu eu ça ? Les lèvres de Laurent tremblaient violemment. Il pouvait à peine former les mots. Je l'ai prise. Pendant que tu ronflais bruyamment dans la chambre, ai-je répondu d'une voix si froide et si calme qu'elle m'a surprise moi-même. Pensais-tu vraiment que la femme qui nettoie cette maison depuis des décennies ne saurait pas où tu cachais la clé ou le code secret ? En utilisant ta propre date de naissance ? J'ai trouvé que c'était le comble de l'arrogance, même pour toi. Laurent ouvrait et fermait la bouche comme un poisson hors de l'eau, incapable de parler. La cachette qu'il croyait totalement impénétrable avait été découverte par moi depuis bien longtemps. Il réalisait enfin que l'épouse sotte qui ne savait rien était le cerveau qui avait mobilisé le PDG et la police financière pour écraser totalement son projet d'évasion. Toi. Tu as prévenu Valois et les flics. Tu as détruit ma vie,
s'est emporté Laurent dans une rage folle, tentant de se jeter sur moi, mais les agents lui ont instantanément tordu les bras plus haut dans le dos. D'un ton sec, ne bougez pas, Laurent a été contraint à une posture accroupie pathétique. Je n'ai pas détruit ta vie. Tu l'as détruite toi-même. Regardant de haut, j'ai sorti la deuxième photo. Elle montrait le livret de banque avec le solde de 500 000 € de sa mère et le reçu du virement prouvant qu'il avait volé mes 80 000 €. Tu as volé l'héritage de ta mère et vidé mes fonds de retraite. Et puis tu m'as dit que tu avais atteint ta limite avec une femme terne et ennuyeuse. Est-ce que tu ignores sérieusement pourquoi je n'ai jamais acheté de nouveaux vêtements, ne suis jamais allé chez le coiffeur et portais les mêmes affaires tous les jours? Je me suis approché de lui, pendant que tu buvais du vin dans des hôtels de luxe avec ta maîtresse chaque soir, je me réveillais à 3 heures du matin pour nettoyer les dégâts de ta mère et laver des draps souillés dans l'eau glacée. Même quand mes mains gercées saignaient, même quand tu me disais que c'était ma responsabilité, j'ai enduré parce que je croyais que je le faisais pour notre famille. Le visage de Laurent est devenu rouge vif et il a fixé le sol. Il ne ressentait pas de remords. Il vivait simplement l'effondrement total de son ego fragile, humilié d'avoir été complètement surpassé par une femme comme moi. Et cette enveloppe marron que tu as été si ravi de poster ce matin? Inutile, lui ai-je dit. Il a redressé la tête comme s'il avait été frappé par la foudre. J'ai déposé un signalement pour fraude et une opposition sur notre registre matrimonial il y a des jours. Cette fausse convention avec ma signature falsifiée n'est qu'un morceau de papier inutile que le greffier va jeter à la broyeuse. Tu n'as pas le droit de me jeter unilatéralement. C'est moi qui vais divorcer de toi. Je prendrai chaque centime de restitution et je ne te lâcherai pas tant que tu ne seras pas complètement ruiné. C'était une sentence de mort. Il n'avait plus nulle part où fuir. Pas de Singapour, pas de nouvelle vie. Clara, s'il te plaît, dis-leur que c'est un mensonge. Je l'ai fait pour toi. Je l'ai fait pour nous. Tu me mens encore? J'ai jeté la troisième et dernière photo sur le sol juste devant Laurent et Chloé blême et tremblante. Elle a voltigé sur le carrelage. Au moment où Chloé l'a vue, elle a laissé échapper un court cri et a couvert sa bouche à deux mains. C'était le selfie d'il y a 6 mois. Eux deux vêtus d'habits de deuil, pressant leurs visages l'un contre l'autre et souriant radieusement dans le salon privé de la maison funéraire. Le jour des funérailles de ta mère, alors que je me tenais sous la pluie glaciale, m'inclinant devant des dizaines d'invités, vous étiez tous les deux dans la pièce du fond à prendre ça, riant de la façon dont son héritage était à vous et de la façon dont vous pourriez enfin partir à Singapour. Je l'ai regardé. Bien plus que ta liaison, bien plus que l'argent que tu as volé. Quand j'ai vu cette photo, c'est à ce moment-là que je t'ai méprisé en tant qu'être humain. Ma voix a résonné clairement à travers le terminal de l'aéroport. J'entendais les murmures des voyageurs environnants, une ordure aux funérailles de sa propre mère. Méprisable. Monsieur Valois a serré les poings de fureur. Pour Laurent, un homme obsédé par les apparences qui construisait toute son identité sur son image de réussite, voir sa nature la plus laide et la plus vraie exposée devant une foule immense était un châtiment pire que la mort. Ce n'était pas moi. C'est Chloé qui m'a forcé à prendre cette photo. Laurent a soudainement pointé un doigt vers Chloé et a hurlé. Je lui ai dit d'arrêter. Je lui ai dit que c'était inapproprié pour des funérailles, mais elle n'a rien voulu entendre. Elle a dit que c'était pour célébrer l'obtention de l'héritage. Le détournement de fonds aussi. Elle pleurait et me suppliait de créer une entreprise à Singapour, alors j'ai dû le faire. Tenter de rejeter toute la faute sur la maîtresse qu'il prétendait aimer plus que tout au monde la veille. C'était un spectacle vraiment répugnant. En entendant cela, Chloé est devenue écarlate et s'est jetée sur lui. Tu plaisantes? C'est toi qui as parlé de voler l'argent de l'entreprise. Je t'ai juste demandé de divorcer de ta femme et de m'épouser correctement. Je n'ai jamais signé pour être complice d'un crime financier. Sa voix stridente résonnait fort. C'est toi qui m'as manipulé. À cause d'une profiteuse comme toi, ma vie est ruinée. Je suis une victime ici. J'ai gâché ma jeunesse avec un vieux perdant comme toi, et maintenant la police financière est impliquée. Redonne-moi ma vie. C'était une bagarre pathétique. Une relation liée uniquement par la cupidité et la vanité s'effondre incroyablement vite sous la pression.
Je me suis tournée vers Chloé et j'ai parlé froidement. Chloé, arrête de jouer la victime. Les 80 000 € que tu as acceptés étaient de l'argent que j'ai littéralement saigné pour économiser. Tu vas recevoir une très lourde poursuite de la part de mon avocat pour restitution et dommages-intérêts pour complicité et préjudice moral. Prépare-toi à vendre tous ces sacs et vêtements de créateurs que tu as achetés. Chloé a octé, s'effondrant sur ses genoux et éclatant en sanglots bruyants. La vie de célébrité glamour qu'elle avait envisagée s'était évanouie comme une illusion. Tout ce qui lui restait était une dette massive et l'étiquette permanente de complice de criminel. Ça suffit. C'est écœurant, a craché Henri Valois. Ton père doit se retourner dans sa tombe. Messieurs, retirez-le de ma vue. Les agents ont hoché la tête fermement. On y va, a dit l'un d'eux, redressant Laurent de force. Il n'avait plus d'énergie pour résister. Menotté et traîné, son dos ne ressemblait en rien à celui du cadre arrogant de ce matin. Il n'était plus qu'un vieil homme pathétique. Chloé a été escortée par d'autres agents, titubant sur des jambes tremblantes. Clara, Monsieur Valois s'est approché de moi avec un lourd soupir. Je suis tellement désolé pour tout ce que tu as traversé. Je veillerai à me rendre personnellement sur la tombe de ton père pour lui présenter mes excuses. Grâce à Maître le maire, les fonds de l'entreprise sont en sécurité. Merci infiniment. Non, Monsieur Valois, merci d'avoir pris sur votre temps précieux pour m'aider. Je sais que mon père nous regarde depuis le ciel et se sent soulagé. Quand je me suis incliné profondément, Monsieur Valois a hoché la tête avec des yeux chaleureux et s'est dirigé vers la sortie de l'aéroport aux côtés d'Arthur. Les principaux acteurs étant partis, le terminal de l'aéroport a retrouvé son bourdonnement habituel de voyageurs et d'annonces sonores. C'était un calme étrange, comme si Laurent et Chloé n'avaient jamais existé dans ce monde. J'ai fixé l'énorme valise de Laurent laissée abandonnée sur le sol. À l'intérieur se trouvaient les costumes d'été coûteux qu'il devait porter dans sa nouvelle vie à Singapour, parfaitement pliés, mais il n'y glisserait plus jamais ses bras. Je me suis retourné lentement et j'ai franchi les portes automatiques du terminal 2E. Dehors, un ciel d'été bleu d'une clarté éblouissante s'étendait au-dessus de moi. J'ai senti les lourdes chaînes qui entravaient mon cœur depuis 25 ans se briser et tomber. J'ai pris une profonde impression, et l'air avait meilleur goût qu'il ne l'avait jamais eu dans ma vie. Le temps que je prenne le train et que j'arrive à la maison, le soleil se couchait. En déverrouillant la porte, l'espace calme et familier avec la faible odeur des bougies commémoratives m'a accueilli de nouveau. Je me suis assise sur le canapé du salon et j'ai enfin laissé échapper un long soupir. C'était fini. Ma longue et douloureuse bataille était terminée. Mais il me restait une dernière mission à accomplir. Ce n'était pas pour me venger de Laurent, ni pour mon propre avenir. Je me suis levée lentement et me suis dirigée vers la cheminée où reposait l'urne de ma belle-mère. J'ai allumé une bougie et j'ai fermé les yeux en silence. Maman, je l'ai enfin livrée aujourd'hui. Mon devoir est véritablement accompli. Après avoir chuchoté cela, j'ai ouvert un petit tiroir sous la cheminée. À l'intérieur se tournait quelque chose que j'avais trouvé dissimulé aux côtés des passeports et des livrets de banque dans le coffre-fort caché de Laurent. Je l'ai sorti les mains tremblantes. C'était une vieille enveloppe décolorée. Sur le devant, de l'écriture régulière que ma belle-mère avait avant que la démence ne l'emporte il y a 5 ans, figuraient ces mots, à ma fille précieuse, Clara. C'était une lettre rédigée bien avant son décès. Laurent l'avait cachée au fond de son coffre-fort, ne me la remettant jamais. Elle m'était adressée à moi seule. Au moment où j'ai brisé le sceau de cette enveloppe, j'ai enfin versé les véritables larmes que j'avais retenues pendant 25 ans. À l'intérieur de l'enveloppe se trouvaient plusieurs pages de papier à lettres soigneusement pliées. Le papier sentait légèrement le vieux cèdre. L'encre était un peu pâlie, mais sur ces pages étaient écrits les mots exacts dont j'avais désespérément besoin depuis 25 ans. Clara, si tu lis cette lettre, cela signifie que je ne suis plus de ce monde, ou que j'ai complètement perdu la mémoire. Tout d'abord, je dois sincèrement m'excuser auprès de toi. J'étais de la vieille école et trop fière, et je t'ai traité terriblement. De ta façon de cuisiner à ta façon de nettoyer, je me plaignais chaque jour et te blessais constamment. J'en suis tellement désolée. Mais Clara, tu n'as jamais fui. Tu ne t'es jamais plainte.
Tu m'as toujours traité avec un doux sourire. Ta gentillesse m'a sauvé maintes et maintes fois. Je suis désolée de n'avoir pu être honnête avec toi. Une larme chaude a glissé de mon œil sur le papier. C'étaient les larmes que j'avais refusé de verser, peu importe à quel point les 5 dernières années avaient été douloureuses. La lettre continuait, « Je connais mon fils Laurent mieux que quiconque. Il joue le rôle d'un homme bien dans le monde. Mais la vérité est qu'il est un homme froid et arrogant qui ne s'aime que lui-même. J'ai toujours connu son attitude glaciale, et je savais que tu pleurais seul tard dans la nuit. Pourtant, je n'ai jamais eu le courage de le réprimander. J'étais une mère pathétique. Ces derniers temps, un brouillard a commencé à envahir mon esprit. Dans la réalisation terrifiante que je me perds, ma plus grande peur est d'oublier ta gentillesse et de te jeter des mots affreux. Alors, pendant que mon esprit est encore clair, je te confie cette lettre et l'intégralité des biens que j'ai passé ma vie à protéger. Les 500 000 € dans le coffre-fort sont de l'argent que mon mari m'a laissé et de l'argent que j'ai économisé petit à petit. Clara, ne donne absolument pas cet argent à Laurent. Si tu le lui donnes, il le gaspillera entièrement pour sa vanité et sa cupidité. C'est mon pardon envers toi et un gage de ma plus profonde gratitude. Ne laisse pas un homme comme Laurent sacrifier ta vie jusqu'au bout. Quand je ne serai plus là, s'il te plaît, utilise cet argent pour le quitter. Et Clara, s'il te plaît, vis une vie nouvelle, lumineuse et libre pour toi-même. Nous ne partageons pas le même sang, mais tu es ma seule et unique fille précieuse. Merci pour tout, et je suis tellement désolée. Au bas de la lettre, d'une main tremblante, étaient écrits les mots, avec tout mon amour, maman. Maman. J'ai serré la lettre contre ma poitrine et j'ai éclaté en sanglots. Ma voix forte et sanglotante résonnait à travers le salon vide. La raison pour laquelle Laurent avait caché cette lettre au fond de son coffre-fort était évidente. Sachant qu'il ne s'agissait pas d'un testament juridiquement contraignant, il s'en était moqué. Mais il était terrifié à l'idée que je la voie un jour. Il avait l'intention d'exploiter mon amour et mon travail gratuit jusqu'à la toute fin. Et une fois que je ne lui serais plus utile, il allait jeter cette lettre. Mais Laurent ne comprenait pas. Pour moi, la vérité selon laquelle ma belle-mère m'appelait sa fille précieuse valait des millions de fois plus que les 500 000 € mentionnés dans la lettre. Les 5 années douloureuses que j'avais passées à lui masser le dos au milieu de la nuit, à sacrifier mon sommeil jusqu'à ce que mes mains saignent, n'avaient pas été vaines. Mon cœur avait véritablement atteint le sien. Cette nuit-là, sentant qu'une malédiction avait été levée, je me suis endormie d'un sommeil profond et paisible pour la première fois depuis des années. J'ai eu l'impression de la voir me sourire doucement dans mes rêves. 6 mois se sont écoulés depuis. Les saisons ont changé, passant du début de l'été au vent froid et vif de l'hiver. Mais mon cœur était plus chaud et plus clair qu'il ne l'avait jamais été, baignant dans un endroit ensoleillé et lumineux. Après l'incident à l'aéroport CDG, la vie de Laurent s'est littéralement effondrée. Il a été licencié de Valois Logistique et condamné à une peine de prison ferme pour le détournement de 2 millions d'euros. Au cours de l'enquête policière, il est apparu qu'il détournait les fonds de l'entreprise depuis des années pour financer ses affaires extravagantes avec Chloé. Monsieur Valois était furieux et a déposé une plainte civile massive contre lui. Laurent m'a envoyé plusieurs lettres depuis la prison. Clara, je me suis trompée. Tu es la seule de mon côté. Quand je sortirai, je changerai. Je travaillerai pour toi. S'il te plaît, ne m'abandonne pas. S'il te plaît, paie les honoraires de mon avocat. L'écriture était tremblante. L'ombre de l'homme arrogant qui me donnait des ordres avait complètement disparu. Je n'ai même pas ouvert les enveloppes. J'ai tamponné chacune d'elles du sceau, retour à l'envoyeur, et les ai renvoyées. Mon divorce a été finalisé dans les conditions les plus absolument favorables pour moi, géré par maître Arthur Lemaire juste après l'arrestation de Laurent. Je n'avais plus aucune sympathie pour lui et aucun désir de l'aider. Sa maîtresse, Chloé, a également connu une fin misérable. Elle a été licenciée de son travail, sous le poids écrasant de la plainte déposée par Arthur, elle a été condamnée à rembourser les 80 000 € et à payer de lourds dommages-intérêts civils. Les sacs et bijoux de créateurs qu'elle avait achetés pour vivre son rêve de célébrité à Singapour ont été mis en gage pour des clopinettes. Mais ce n'était pas suffisant. D'après les rumeurs, elle cumule désormais plusieurs emplois de nettoyage de nuit,
vivant dans un studio exigu et délabré, croulant sous les dettes. Le prix qu'elle a payé pour avoir tenté de voler la vie de quelqu'un d'autre avec sa seule jeunesse l'a dépouillée de chaque sourire qu'elle avait. Quant à moi, j'ai vendu la maison vieillissante et lugubre que Laurent n'avait construite que pour sa propre vanité. L'héritage de 500 000 € que ma belle-mère avait laissé m'a été légalement garanti grâce aux brillantes manœuvres juridiques d'Arthur, qui a fait valoir avec succès l'intention de sa lettre lors de la succession. Je n'ai pas gaspillé cet argent. Je l'ai utilisé pour m'acheter un petit appartement lumineux et ensoleillé dans une banlieue calme. Depuis le grand balcon orienté plein sud, je peux voir les montagnes lointaines par temps clair. Près de la fenêtre du salon, j'ai installé un mémorial magnifique et élégant pour elle. Une petite photo d'elle souriant chaleureusement y est posée. Chaque matin, j'allume une bougie, lui offre une tasse de thé frais et j'ai une petite conversation avec elle dans mon cœur. Maman, il fait un temps magnifique aujourd'hui. Je pense que je vais aller me promener jusqu'à cette nouvelle boulangerie près de la gare. Je travaille maintenant 3 jours par semaine à temps partiel chez un fleuriste local. Prendre soin des fleurs et échanger des sourires avec les clients. Cette vie quotidienne modeste et paisible mais bien plus luxueuse et joyeuse que n'importe quel dîner dans un hôtel 5 étoiles. Debout dans la salle de bain de mon appartement, je me suis regardée dans le miroir. La femme lugubre qui baissait toujours les yeux, celle que Laurent traitait de grand-mère ridée de 60 ans, n'était nulle part visible. J'ai coupé mes cheveux et les ai teints d'un châtain chaud et lumineux. Une rougeur naturelle est revenue sur mes joues et mes yeux ont une lumière calme et stable. J'ai des rides qui conviennent à une femme de 52 ans. Mais ce ne sont pas les rides de la souffrance. Ce sont les douces rides de quelqu'un qui sourit souvent. J'ai enfilé mon manteau d'hiver beige préféré et j'ai ouvert la porte d'entrée. L'air froid de l'hiver a effleuré mes joues, mais c'était incroyablement rafraîchissant. En levant les yeux, un ciel bleu d'un éclat sans nuages s'étendait au-dessus de moi. Pendant 25 ans, j'ai étouffé ma propre vie pour le bien de quelqu'un d'autre. Mais à partir de maintenant, ce sera différent. Sans me soucier de l'approbation de qui que ce soit, sans être méprisé par personne, je marcherai de mes propres ailes uniquement pour moi-même. Très bien, c'est parti, ai-je chuchoté doucement avant de commencer à marcher lentement sous le ciel bleu. Ma vraie vie commençait enfin par cette belle journée lumineuse.